Vous pouvez prendre mon argent, monsieur. Tyler Brandt se retourna lentement, son visage encore exsangue, tandis que le lecteur de cartes clignotait à nouveau, refusé, en rouge écarlate. Vous êtes sérieux là, marmonna un homme 2 personnes derrière. Le type porte une montre qui coûte probablement plus cher que mon camion, mais il ne peut pas payer ses céréales. Une femme derrière lui gloussa en secouant vivement la tête. Ça doit être l'un de ces influenceurs qui fait semblant d'être fauché pour avoir des vues. Pathétique. Un autre adolescent rit et murmura, juste assez fort. Le type a l'air d'un vampire de Wall Street. Quoi? Pas de Wi-Fi pour votre portefeuille de crypto aujourd'hui? Le rire n'était pas cruel, mais il n'avait rien de bienveillant non plus. C'était le genre de rire qui blesse parce qu'il présume tout de vous, sans aucune curiosité pour la vérité. Tyler resta immobile, fixant l'écran de la caisse comme si cela pouvait changer d'avis. J'ai dit, répéta la petite fille plus fort cette fois, vous pouvez prendre mon argent. Des halètements, des reniflements, quelques gloussements. Oh mon Dieu, dit quelqu'un, maintenant, un enfant doit payer pour Monsieur Armani. Tyler se retourna, regardant enfin l'enfant. Elle ne lui arrivait pas plus haut que la hanche. Ses cheveux étaient tressés en 2 grosses nattes, et ses chaussures étaient éraflées par l'usage au terrain de jeu. Elle tendait le sac d'argent, de la petite monnaie, des billets froissés, comme si c'était un trésor. Et peut-être, pour elle, c'était le cas. Je ne peux pas prendre ça, dit-il doucement, plus secoué par la foule que par le moment. C'est à toi. Tu devrais le garder, Anna. Mais vous en avez besoin tout de suite, répondit-elle. Et ma maman dit que si quelqu'un est seul, on doit se tenir à côté de lui. C'est ce que font les bonnes personnes. Si vous vous sentez connecté à ce personnage, aimez cette vidéo et commentez d'où vous la regardez, car vous pourriez être surpris de trouver quelqu'un à proximité qui la regarde avec vous. Le silence s'installa dans la foule, mais seulement un instant. Ce gosse a plus de classe que lui, renifla un vieil homme. Tyler força un sourire, les yeux soudain vitreux. La caissière, une jeune femme aux tatouages estompés sur l'avant-bras, se déplaça inconfortablement, manifestement incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. « Voulez-vous que j'annule la commande, monsieur ?» demanda-t-elle. Tyler expira, ses épaules s'affaissant légèrement. Sa fierté lui faisait mal. Il devrait s'en aller, marmonner des excuses, peut-être même brandir sa carte d'identité, et reprendre le contrôle. Mais quelque chose dans le geste de la fille le retint en place comme une encre invisible. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Anna » dit-elle avec un sourire lumineux et intrépide. « Eh bien, Anna » répondit Tyler en s'accroupissant légèrement, « c'est la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait faite depuis très longtemps. » Derrière eux, un adolescent gloussa. « Je parie que ce type a 5 Lamborghini et pas une seule carte de débit qui fonctionne. » Anna se retourna, fronçant les sourcils. « Il ne faut pas rire des gens quand ils sont à terre. Ce n'est pas courageux. » Quelques gloussements s'éteignirent. De l'autre bout du magasin, une voix appela « Anna, chérie, où t'es-tu enfuie ?» Une femme en blouse médicale bleu usée se précipita, les yeux écarquillés devant la scène. « J'espère qu'elle ne vous cause pas de problème, monsieur. » « Aucun problème, dit Tyler. En fait, elle vient de me sauver d'une grande honte. » La femme lui lança un regard long et curieux, puis regarda sa fille. « Que as-tu fait, ma puce ?»« Je lui ai donné mon argent d'urgence, » dit Anna d'un ton terre à accent grave terre. « Sa carte ne marchait pas et personne ne l'a aidé, alors je l'ai fait. » La mère cligna des yeux, puis regarda à nouveau Tyler. « Eh bien, ça, c'est tout Anna. » Elle hocha lentement la tête. « Vous allez bien, monsieur ?» Maintenant, oui. Ils commencèrent à s'éloigner, mais Tyler se surprit à faire un pas en avant. « Attendez. » Ils firent une pause. « Ça vous dérangerait si je vous remerciais tous les deux comme il se doit? Peut-être vous offrir un déjeuner ?» La mère avait l'air méfiante, mais pas dédaigneuse. « Nous n'avons pas l'habitude. » « Pas de pression, » interrompit Tyler. « C'est juste que... je n'ai pas été aidé comme ça depuis longtemps. Pas sans que quelqu'un ne veuille quelque chose en retour. » Il y eut un long silence. Puis la femme dit, « Il y a un endroit au bout de la rue, le Mavies Dîner. On y mange bien, et c'est très bon marché. » Tyler hocha la tête. « Je vous y retrouverai. » Alors qu'il s'éloignait, le poids du moment retomba sur ses épaules. Pas seulement l'embarras, mais la clarté.
Le silence dans l'épicerie était différent maintenant, moins moqueur, plus confus. Tyler jeta un dernier coup d'œil au lecteur de cartes, refusé. Mais quelque chose d'autre avait été accepté, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les banques ou les côtes de crédit. Dehors, le soleil de Géorgie frappait le parking. Tyler cligna des yeux vers le ciel bleu, puis monta dans son pick-up Chevy poussiéreux. Il ne partit pas tout de suite. Il resta assis là, pensant à Anna, aux gens qui avaient ri, et à une voix, jeune, féroce et inébranlable, coupant le bruit. Vous pouvez prendre mon argent, monsieur. Et dans cette phrase, il entendit autre chose. Tu comptes encore, même s'ils ne savent pas qui tu es. L'odeur de poulet frit et de haricots verts en conserve accueillit Tyler Brandt alors qu'il franchissait la porte moustiquaire d'un appartement au 2e étage de Rosewood Lane. Les escaliers craquèrent sous ses chaussures, et la peinture du couloir s'était écaillée dans les coins, révélant l'âge du bâtiment, mais l'endroit dégageait une chaleur indéniable. Anna avait monté les marches devant lui en sautillant, sa queue de cheval rebondissant alors qu'elle lui faisait signe de la suivre. Viens, ce n'est pas chic, mais c'est chez nous. Sa mère, Mara, marchait derrière lui, une main posée sur la sangle de son sac à main, visiblement hésitante, mais consentante. Vous êtes sûr que ça vous convient, monsieur Tyler? Juste Tyler, dit-il en offrant un petit sourire. Eh oui, j'apprécie l'invitation. Mara hocha lentement la tête. Eh bien, juste pour un petit moment. J'ai du travail à l'hôpital ce soir. L'appartement était petit mais bien rangé. Un canapé délavé, des coussins dépareillés, une table ronde avec seulement 3 chaises. Au mur, un calendrier dessiné à la main avec l'emploi du temps scolaire d'Anna et les quarts de nuit de Mara griffonnés au marqueur violet. Tyler se sentit ramener des décennies en arrière, dans des appartements exigus, des cuisines chaleureuses et des mères qui essayaient de joindre les deux bouts. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans une maison qui semblait aussi réelle. « Asseyez-vous » ordonna Anna en désignant le canapé. « Vous aimez le root beer ?»« C'est tout ce que nous avons. » Tyler gloussa. « J'adore. » Elle fila dans la cuisine. Mara regarda sa fille partir, puis se tourna vers Tyler. « Vous n'êtes pas d'ici. »« Non, madame. J'ai grandi à 2 villes d'ici. Ça fait un moment que je ne suis pas revenu. Vous êtes juste en visite ?» Il hésita. Quelque chose comme ça. Mara l'étudia un instant, puis se dirigea elle-même vers la cuisine. Anna ressemble beaucoup à son père. Il voulait toujours aider tout le monde, même quand nous n'avions pas grand-chose. Il est parti? 5 ans maintenant. Accident de voiture en rentrant des urgences. Il était infirmier. Elle sortit 2 verres du placard, fit une pause, puis ajouta, « J'ai l'habitude de faire les choses seule. » Tyler hocha la tête, non par politesse, mais parce qu'il comprenait, plus qu'elle ne le savait probablement. Anna revint, ses bras tenant à peine les 2 verres. Tada! Elle rayonna, en posant un sur la table basse devant Tyler. Il prit une gorgée. Le root beer était tiède et éventé, mais il sourit comme si c'était une boisson 5 étoiles. Le meilleur que j'ai bu de la journée. Anna s'assit à côté de lui, les yeux écarquillés de curiosité. Vous n'avez vraiment pas d'argent? Tyler rit, manquant de s'étouffer. J'ai de l'argent. Je n'avais juste pas la bonne carte aujourd'hui. Elle hocha la tête sérieusement, comme si cela avait parfaitement du sens. Ça arrive parfois à maman aussi. La banque est confuse. Mara revint de la cuisine, s'essuyant les mains. Anna, va chercher tes devoirs. Tu as de l'orthographe ce soir. Je suis obligé? Mara haussa un sourcil. C'était suffisant. Avec un grognement, Anna se traîna jusqu'à sa chambre, marmonnant quelque chose à propos de mots qui ne sonnent pas comme ils sont écrits. Tyler la regarda, puis se tourna vers Mara. Vous avez élevé une bonne enfant. Merci. Elle est parfois un peu difficile, mais elle a un bon cœur. J'ai juste peur que le monde ne soit pas toujours gentil avec elle. Tyler se pencha en arrière, réfléchissant à ces mots. Oui, le monde a tendance à devenir plus cruel quand il voit quelqu'un de gentil. Mara le regarda à nouveau, plus ouvertement cette fois. Alors, quelle est votre histoire, Tyler? Vous n'avez pas l'air d'un type qui perd le sommeil à cause d'une carte refusée, des bottes de créateur, une montre polie, une voix comme si vous aviez fait des discours. Il sourit faiblement. J'ai travaillé dans la tech, j'ai construit quelques trucs, j'en ai vendu quelques autres,
j'en ai eu marre d'entendre mon nom dans les gros titres, alors j'ai disparu un peu, essayant de me souvenir qui j'étais avant tout ça. Vous fuyez quelque chose? Demanda-t-elle, sans jugement. Je ne fuis pas, dit-il, sa voix plus basse, j'essaie juste de respirer sans être quelqu'un. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Puis Mara dit, eh bien, vous avez trouvé la bonne ville pour ça. Dawsonville ne se soucie pas de qui vous étiez. Elle se soucie de qui vous êtes quand quelqu'un a besoin d'aide pour déplacer un canapé ou réparer un toit. Tyler gloussa. Ça a l'air d'un échange équitable. Mara consulta sa montre. Je dois partir bientôt. Quart de nuit à Saint-Jérôme-Est. Je peux vous y conduire? Vous n'êtes pas obligé. Je veux bien. Elle sembla vouloir argumenter, puis s'adoucit. D'accord. Merci. Ils se levèrent. Et tandis que Mara prenait son manteau, Anna sortit de sa chambre tenant une feuille de papier. Maman, Tyler peut-il m'aider avec l'orthographe? Mara regarda Tyler, amusée. Il s'agenouilla. Je vais essayer. Anna sourit. Éplée sérendipité. Tyler cligna des yeux. Tu es sûr que c'est la deuxième année? Elle gloussa. J'aime les grands mots. D'accord, dit-il. SERENDIPITE accent aigu, elle regarda le papier, puis lui. Waouh, vous êtes bon. Mara rit depuis l'embrasure de la porte. Vous deux, soyez sages. Je serai de retour au matin. Alors que Tyler la regardait partir, il sentit quelque chose bouger. Ce n'était pas dramatique, pas de grande révélation, pas d'émotion montante en fond sonore, juste une subtile fissure dans le mur de béton qu'il avait construit autour de lui. Il se tourna vers Anna, qui installait maintenant ses devoirs à table. « Tu veux rester dîner demain ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « On fait des spaghettis. » Tyler hésita, le réflexe familier de se retirer surgissant, mais il le ravala. « J'aimerais bien, et il le pensait. » Au lever du soleil le lendemain matin, la vidéo s'était répandue comme une traînée de poudre. Tyler Brandt, ancien magnate de la technologie et milliardaire fantôme, selon les médias, était désormais le visage de l'une des nouvelles tendances comiques d'Internet, le riche qui ne pouvait pas payer ses courses. Il n'avait même pas su que le clip existait avant d'avoir ouvert son téléphone devant des œufs froids et un café noir au restaurant d'en face du garage. La serveuse avait levé un sourcil en le voyant assis seul dans le coin, murmurant quelque chose au cuisinier derrière le passe. Puis vinrent les regards insistants de deux adolescents qui faisaient défiler leur téléphone quelques tables plus loin. « Yo, c'est pas le type » dit l'un d'eux, sans même essayer de chuchoter. Tyler ne broncha pas. Il savait déjà ce qu'il voyait, une vidéo granuleuse prise par un client ennuyé à l'épicerie d'Dawsonville. Son expression figée, le message, refusé, clignotant, la façon dont il regardait autour de lui, puis, humiliant, comment une petite fille lui avait tendu un sac d'argent comme s'il était un chien errant à nourrir. La légende disait, quand vos milliards ne marchent pas à la caisse. Billionnaire bleu. Une autre version montait la séquence en un clip de billets de Monopoly pleuvant avec un cirque en arrière-plan. Il avait déjà été célèbre, pas adoré, pas même admiré, juste visible. Mais ceci, c'était le ridicule dans sa forme la plus pure, dépouillé de sa dernière menace d'anonymat, moqué pour avoir osé entrer dans un magasin en tant qu'homme plutôt qu'en tant que marque. Tyler ferma le navigateur, paya l'addition en espèces et laissa un pourboire généreux. Alors qu'il sortait, la chaleur de Géorgie s'accrochait déjà au trottoir, épaisse et humide. Il fourra ses mains dans ses poches, sentant une amère pulsion de honte recommencer à le gagner, jusqu'à ce qu'il entende une petite voix l'appeler, et « Tyler !» Anna. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, un sac à dos bleu clair, agitant la main en trottant vers lui avec un livre surdimensionné se balançant à son bras. Mara suivait à un rythme plus lent, son expression illisible. « Vous avez laissé vos lunettes de soleil hier ?» dit Anna en les lui tendant. Tyler les prit doucement. « Merci, Anna. Tu m'as sauvé la vue. J'ai vu votre visage sur le téléphone de ma maman ce matin, ajouta-t-elle joyeusement. Vous êtes célèbre maintenant. » Mara grimaça légèrement mais ne dit rien. Tyler s'agenouilla à côté d'elle. Parfois, être célèbre signifie juste que plus de gens rient quand on tombe. Anna fronça le nez. C'est bête. Vous n'êtes pas tombé. Vous avez juste eu un petit problème d'argent. Tyler gloussa. Tu rends ça moins tragique. Ce n'était pas tragique. C'était juste réel.
Voilà, encore. Cette étrange stabilité en elle, comme si on ne lui avait pas encore appris à être gêné par l'honnêteté, ou peut-être l'avait-elle été et avait décidé de ne pas s'en soucier. Les gens vont continuer à parler, dit finalement Mara. Même ici, dans une petite ville comme celle-ci, les gens n'oublient pas quand quelque chose devient viral. Je m'en doutais, dit Tyler. Ce n'est pas la première fois que je suis la cible des plaisanteries. Mais maintenant vous êtes la cible dans leur cours, ajouta Mara. C'est différent quand ils pensent qu'ils possèdent l'histoire. Ils commencèrent à marcher dans la rue vers l'école d'Anna, passant devant la station-service du coin où un vieil homme fit une pause, remplissant son réservoir, pour lancer à Tyler un regard long et amusé. « Et, la carte fonctionne aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire. Tyler hocha poliment la tête. « J'espère. Vous devriez peut-être vérifier votre GoFundMe, dit l'homme en gloussant. J'entends dire qu'Internet a des blagues. » Tyler continua de marcher. Anna sautillait devant, fredonnant, apparemment inconsciente de la chaleur entourant son ami improbable. Mara jeta un coup d'œil de côté. « Vous êtes sûr d'être prêt pour ça ?» Dawsonville est gentille, mais elle est aussi curieuse. « J'ai déjà été humilié devant des millions de personnes, » répondit Tyler, mais d'une certaine manière, cela me semble pire parce que c'est personnel maintenant. Il hocha la tête. Parce que c'est face à face. Ils s'arrêtèrent devant le portail de l'école. Des enfants inondèrent la cour de récréation. Anna se tourna et serra Tyler fort autour de la taille. Ne laissez pas les rieurs vous rendre triste. J'ai serré, dit-il, la gorge plus serrée qu'il ne s'y attendait. Mara esquissa un demi-sourire. Passez manger des spaghettis ce soir si vous êtes toujours courageux. J'apporterai du pain à l'ail, dit Tyler alors qu'elle disparaissait dans le bâtiment de l'école. Tyler se retourna et se dirigea vers son camion. Il ne le démarra pas tout de suite. Il resta assis là, regardant la ville s'éveiller. Au loin, il vit deux jeunes hommes le désigner depuis le parking d'une quincaillerie. L'un d'eux mima le geste de passer une carte de crédit et rit. Les mains de Tyler se crispèrent sur le volant. Il pouvait partir. Juste reprendre l'autoroute, disparaître à nouveau. Il y avait des centaines de petites villes comme celle-ci, et aucune d'elles ne se soucierait de ce qui s'était passé à Dawsonville. Mais quelque chose dans la voix d'Anna, son courage, le retint. Au lieu de partir, il se rendit à la quincaillerie locale. Il avait besoin d'outils, littéralement, et peut-être d'autres choses. À l'intérieur, le caissier leva les yeux, écarquillé. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit-il. Vous avez besoin d'argent liquide, n'est-ce pas ?» Tyler rencontra son regard. « J'ai besoin d'une pelle, de 2 sacs de paillis et de peinture. Je répare le terrain de jeu derrière le centre communautaire. » L'homme haussa un sourcil. « Par pure générosité ? » Non, répondit Tyler. Parce qu'une petite fille m'a donné $10 et m'a rappelé à quoi ressemble l'humanité. L'homme ne parla plus pendant qu'il l'encaissait. En fin d'après-midi, Tyler était enfoncé jusqu'aux genoux dans les mauvaises herbes derrière le centre communautaire longtemps oublié. La sueur coulait de sa lisière de cheveux. Sa chemise lui collait à la peau comme un regret, mais à chaque touffe d'herbe morte arrachée, à chaque planche desserrée resserrée, il sentait quelque chose changer, quelque chose de stable, de silencieux. Le rire résonnait encore dans les recoins de son esprit. Mais maintenant, la voix d'Anna s'y superposait. Vous n'êtes pas tombé. Vous avez juste eu un petit problème d'argent. Peut-être que la dignité ne dépendait pas de la façon dont les gens vous voyaient. Peut-être que cela dépendait de ce que vous faisiez ensuite, quand ils ne regardaient plus. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil. Mara, toujours en blouse médicale, était plongée jusqu'au coude dans l'eau savonneuse, faisant la vaisselle du dîner de spaghettis de la nuit. Anna était étendue sur le tapis du salon, coloriant avec 3 crayons cassés et une feuille de papier imprimante. « Tu peux ouvrir, ma puce » appela Mara, s'essuyant les mains sur un torchon. Anna ouvrit la porte et sourit. « Tyler ?» Il se tenait sur le seuil, tenant un grand sac en papier brun qui s'affaissait légèrement par le bas. « J'ai apporté le dessert » dit-il en soulevant le sac. Un crumble aux pêches et quelque chose qui prétendait être du pudding à la banane, bien que je ne mettrais pas ma main à couper. Mara apparut de la cuisine, visiblement fatiguée, mais avec un doux sourire sur le visage. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« J'en avais envie, » répondit Tyler. « De plus, je vous devais à tous les deux un repas qui ne soit pas cuit au micro-ondes. »
Ils s'assirent ensemble à table, les assiettes encore tièdes du dîner. Tyler servit des portions généreuses tandis qu'Anna rebondissait sur sa chaise. « Maman, raconte-leur l'histoire de la vieille dame aux cheveux ananas. » s'exclama-t-elle. Mara leva les yeux au ciel en riant. Une patiente à l'hôpital aujourd'hui. Elle mettait de l'ananas en conserve dans ses bigoudis pour nettoyer le cuir chevelu. Elle disait que ça la maintenait connectée aux Caraïbes. Tyler rit. Je devrais peut-être essayer ça la prochaine fois que j'aurai besoin d'illumination. Anna gloussa, la bouche pleine de crumble. Vous n'avez pas assez de cheveux. Pendant qu'il mangeait, l'ambiance semblait inhabituellement légère, familière. Tyler ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une pièce lui avait semblé aussi sûre sans sécurité à la porte ou assistant vérifiant leur montre. Plus tard, alors qu'Anna se préparait à aller au lit, Mara sortit sur le petit balcon avec Tyler, tous deux tenant des tasses en papier de thé tiède. « Vous savez, je ne sais toujours pas vraiment qui vous êtes, » dit-elle, regardant la rue calme en bas. « Je vous l'ai dit, Tyler. » Elle sourit. « Vous voyez ce que je veux dire. » Il hésita. « Je pensais que mon nom était tout. Que si les gens le disaient assez de fois, je comptais davantage. » Mara le regarda. « Et maintenant ? » Maintenant, je me demande si peut-être la seule chose qui compte, c'est ce que l'on fait quand personne ne prononce notre nom. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais plein. Tyler fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « J'ai laissé ça sur votre comptoir de cuisine, » dit-il. « Ce n'est pas grand-chose. Juste un petit quelque chose pour les affaires scolaires d'Anna, les livres, les déjeuners, tout ce dont elle a besoin. » Mara ne le prit pas tout de suite. « Je ne veux pas de votre argent de culpabilité, Tyler. » « Ce n'est pas de la culpabilité, » dit-il doucement. « C'est de la gratitude. » Elle l'étudia longuement avant de finalement l'accepter. « Vous n'avez rien à réparer. Vous avez juste besoin d'être honnête. » Il hocha la tête. À l'intérieur, Anna fredonnait en rangeant ses crayons dans une boîte à chaussures usée. « Maman, je peux donner quelque chose à Tyler ?» Mara jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que tu veux lui donner, ma puce ?» Anna fouilla dans son sac à dos et en sortit un petit objet enveloppé dans du papier de soie. Elle le tendit à Tyler. Il le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait une petite pierre peinte à la main. Elle était violette avec de petites étoiles et des lettres de travers qui éplaient, soit celui qui aide. « Je l'ai faite en cours d'art, » dit Anna timidement. « Vous pouvez la garder dans votre poche pour vous souvenir d'aider même quand vous êtes triste. » Tyler déglutit difficilement. « Je la porterai partout. » Cette nuit-là, après s'être dit au revoir, Tyler retourna à son camion garé un peu plus loin. Il s'assit sur le siège du conducteur et déballa à nouveau la pierre, la tenant dans sa paume. Quelque chose en elle lui serrait la poitrine. Il pensa à toutes les années qu'il avait passées à acquérir des choses, des biens immobiliers, des actions, des distinctions, et comment aucune d'elles ne lui avait jamais fait se sentir aussi vu. De retour au motel, il posa la pierre sur la table de nuit. Elle semblait étrangement sacrée là, posée à côté de sa montre et de son porte-clés. Tôt le lendemain matin, il se rendit à nouveau au centre communautaire de Dawsonville. Cette fois, il apporta du bois d'œuvre et de la peinture aux couleurs vives, bleu ciel, jaune tournesol et un rouge qui lui rappelait les camions de pompiers de son enfance. À midi, il avait réparé la balançoire, poncé le cheval à bascule cassée et frotté des années de crasse des barres parallèles. Il travaillait, sa chemise trempée, une casquette de baseball basse sur le front, fredonnant des chansons qu'il ne se souvenait pas connaître. Des gens passaient, certains avec reconnaissance, d'autres avec des regards méfiants. Quelques-uns marmonnaient, « C'est pas le type de cette vidéo ?» Mais personne ne s'arrêtait pour parler. Puis un garçon d'environ 10 ans s'approcha de la clôture. « Vous réparez cet endroit ?» « Oui, » répondit Tyler. Le garçon hocha la tête. « C'est cool. Ma sœur s'est cassé une dent sur ce toboggan l'année dernière. Alors je ferais mieux de renforcer les boulons. » Le garçon sourit. « Je m'appelle Ellie. »« Enchanté, Ellie. » Alors que le garçon s'éloignait, Tyler réalisa qu'il n'avait pas une seule fois mentionné son propre nom. Plus tard cet après-midi-là, il colla une note sur la porte du centre communautaire. « Si vous avez des outils ou du temps, prêtez-les. Si vous n'avez rien d'autre que du cœur, apportez-le aussi. » Pas de signature. Il regarda le papier flotter dans la brisée, pour une fois, se sentit bien d'être anonyme.
De retour chez Mara ce soir-là, Anna courut à sa rencontre avant qu'il n'atteigne les escaliers. « Vous sentez l'extérieur » dit-elle, le nez ridé avec une fausse horreur. « C'est parce que j'ai reconstruit la moitié d'un terrain de jeu, dit-il. Viens voir demain. » Vraiment ? Seulement si ta maman te laisse sauter tes devoirs. Mara apparut à l'embrasure de la porte, les bras croisés. Pas question. Tyler sourit. Ça valait le coup d'essayer. Alors que le soleil se couchait et projetait de l'or sur les bâtiments en briques, il s'assit sur le perron à côté d'Anna, la petite pierre violette bien rangée dans sa poche. Il ne dit pas grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. Parfois, être vu ne signifie pas des lumières clignotantes ou des gros titres. Parfois, c'est une pierre colorée au crayon et une table de dîner avec des chaises dépareillées. La cloche au-dessus de la porte du Dolly's Coffee and Books tinta doucement alors que Tyler entrait. L'odeur de grains torréfiés et de vieux papier flottait dans l'air comme un souvenir. C'était le genre d'endroit qui avait vieilli avec sa ville, des chaises dépareillées, un long comptoir en chêne, des écriteaux manuscrits pour les pâtisseries et un mur de notices communautaires épinglé sur une courte pointe délavée. Un ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus, plus pour le spectacle que pour l'utilité. Il commanda un café noir simple, refusa l'offre de pâtisserie et choisit une place dans un coin avec vue sur la rue. Il aimait s'asseoir près des fenêtres maintenant, aimait regarder les gens passer sans qu'il ne sache qui il était ou ce qu'il avait fait. Cela le ramenait à la réalité, rendait le monde un peu plus silencieux. Mais la paix a tendance à s'épuiser quand votre visage a été vu par 10 millions d'étrangers. « Excusez-moi » dit une voix. « Vous êtes Tyler Brandt ?» Tyler leva lentement les yeux. La femme qui se tenait devant lui portait un blazer vert foncé, un carnet glissé sous le bras. Ses yeux étaient vifs, pas méchants, mais entraînés comme ceux de quelqu'un qui gagnait sa vie en observant ce que les autres manquaient. Il lui lança un regard mesuré. « Ça dépend de qui demande. » Abigail Tran. « Je suis journaliste, indépendante, principalement des histoires humaines. Je travaille sur un article vous concernant. » « Il n'y a rien à écrire, » répondit Tyler en prenant une lente gorgée de sa tasse. « Oh, je pense que si, » dit Abigail, tirant la chaise en face de lui sans attendre d'invitation. Le milliardaire qui a disparu, puis réapparaît dans une ville de Géorgie où il est publiquement humilié à la caisse et commence ensuite à réparer des terrains de jeu de ses propres mains. Ce n'est pas juste une nouvelle. C'est un récit. Je n'ai pas autorisé de récit. Vous ne pouvez pas vraiment contrôler les histoires une fois qu'elles ont quitté vos mains, dit-elle. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Tyler l'étudia, puis jeta un coup d'œil vers le comptoir. Dolly, la propriétaire âgée, faisait semblant d'essuyer la même tasse qu'elle essuyait depuis 10 minutes, clairement à l'écoute. Je ne suis pas intéressé par la publicité, dit Tyler d'un ton sec. Et je n'ai pas besoin d'un arc de rédemption écrit par quelqu'un qui ne me connaît pas, Abigail se pencha en avant. Je n'essaie pas de sauver votre image. J'essaie de comprendre votre vérité. Pourquoi maintenant? Pourquoi disparaître pendant 3 ans, puis revenir sans l'empire, sans les costumes, sans l'argent? Du moins, là où ça compte. Tyler posa sa tasse, sa voix calme, mais toujours tendue. Je suis venu ici pour trouver quelque chose que j'avais perdu. C'est tout. Et je n'ai demandé à personne de me filmer, de se moquer de moi ou d'écrire sur moi. C'est vrai, dit-elle. Mais quand vous êtes entré dans cette épicerie avec des bottes sur mesure et une carte de débit expirée, vous êtes entré dans un miroir. Les gens se sont vus, fauchés, brisés, essayant d'avoir l'air bien, et ils ont ri parce que c'était plus facile que de pleurer. Cela piqua. Il ne le montra pas, j'ai rencontré une petite fille nommée Anna, continua Abigail. Elle a dit à son professeur que vous étiez son ami, que vous répariez son parc. Les yeux de Tyler se plissèrent légèrement. Vous lui avez parlé? Je suis méticuleuse, dit-elle, puis s'adoucit. Elle a dit, il porte une pierre violette dans sa poche. Ça l'aide à se souvenir d'être bon. Il ne répondit pas. Abigail se rassit, son ton moins agressif. Maintenant, laissez-moi raconter l'histoire à votre façon. Pas d'angle, pas de gros titres, juste la vérité. Tyler fixa son café. Le silence s'étira assez longtemps pour qu'Abigail se lève doucement, poussant une carte de visite sur la table. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Je suis là toute la semaine. Elle partit sans un mot de plus. Tyler fixa la carte. Son écriture au dos disait, ceux qui tombent en silence sont ceux que nous avons le plus besoin d'entendre. Dehors,
Le ciel s'était assombri. Il laissa quelques billets sur la table, salua Dolly d'un signe de tête et sortit dans la rue. Il ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il roula jusqu'à la limite de la ville, au cimetière sur la colline. Il l'avait déjà dépassé, mais ne s'était jamais arrêté. Ce soir-là, il le fit. Le gravier crissa sous ses bottes alors qu'il parcourait les rangées de pierres tombales, lisant des noms qu'il ne connaissait pas. Il y avait une petite parcelle de tombes d'enfants, des anges et des ours en peluche sculptés dans le marbre. Il fit une pause, puis s'assit sur un banc sous un vieil orme. Pour la première fois depuis des années, Tyler laissa son esprit divaguer vers les salles de conseil, vers les conférences de presse, vers le jour où les marchés avaient tourné et où son nom avait été traîné dans la boue. Vers le partenaire qui l'avait trahi, les investisseurs qui lui avaient tourné le dos, les gros titres qui ne demandaient pas les faits. Le silence après le crash, épais, total, puis vers Anna, vers sa main tendue, vers la pierre violette. Un bruit derrière lui brisa le silence. Ellie, le garçon du terrain de jeu, se tenait près du chemin, tenant une lampe de poche. « Ma grand-mère est enterrée ici, dit-il. Elle s'asseyait aussi sur ce banc. Tyler hocha la tête. C'est un bon banc. Vous allez bien? Tyler regarda le garçon, l'honnêteté brute dans ses yeux. Oui, je réfléchis juste. Ma grand-mère disait que trop penser rend triste si on ne fait pas attention. Tyler sourit. Elle semble sage. Elle l'était. Elle faisait de la confiture qui avait le goût de câlin. Ils restèrent assis tranquillement quelques instants. Puis Ellie demanda, pourquoi les gens sont méchants en ligne? Parce que c'est plus facile de jeter des pierres quand personne ne connaît ton nom, répondit Tyler. Le garçon hocha la tête solennellement. Mais vous réparez des choses. C'est cool. J'essaie. Vous devriez parler à l'école, ajouta Ellie. Notre-Dame de la cantine a démissionné la semaine dernière et maintenant la nourriture est dégoûtante. Tyler gloussa. Je vais voir ce que je peux faire. Ils partirent ensemble, marchant lentement vers la route, les lampes de poche coupant l'herbe. L'esprit de Tyler était toujours plein mais pas lourd. Le lendemain matin, il appela Abigail Tran. Non pas pour lui raconter toute l'histoire, juste pour l'inviter à la réouverture du terrain de jeu, si vous voulez comprendre la vérité, lui dit-il, vous devrez vous salir les mains aussi. Le matin de la réouverture du terrain de jeu commença avec l'odeur de roulé à la cannelle et de terre mouillée. Tyler arriva tôt, plus tôt que tout le monde. Le ciel rougissait encore, d'un orange pâle, et la brume matinale s'accrochait bas à l'herbe comme un secret pas encore prêt à être révélé. Il déchargea les derniers articles de la benne de son camion, une table pliante, une pile de boîtes de jus, 2 glacières remplies de sandwichs et une petite enceinte portable jouant du Sam Cooke. Ce n'était pas grand-chose, mais il avait appris quelque chose à Dozonville. Les gens ne venaient pas pour le clinquant. Ils venaient pour l'effort. Il passa sa main sur le nouveau banc qu'ils avaient installé près de la balançoire. Lisse, solide, honnête, comme quelque chose sur quoi on pouvait s'asseoir le dos tourné sans se soucier de ce qu'il y avait derrière. À 8h15, les premières familles commencèrent à arriver. Des mamans en jupe en jean, des papas en casquette de baseball, des enfants en chaussures fluo. Anna fut la première au bar parallèle, grimpant comme un écureuil, son rire portant à travers la cour. Mara la suivait lentement, thermos à la main, son expression fatiguée mais chaleureuse. Tyler fit un signe. Mara lui fit un signe de tête, du genre à dire « Tu as bien fait ». La petite foule grossit rapidement. La nouvelle s'était répandue plus vite que prévu. Non seulement des parents et des enfants, mais aussi des couples âgés, des adolescents du lycée, même la caissière de l'épicerie d'Ozonville, qui fit un sourire gêné à Tyler avant de lui tendre un pain à la banane. À 9h, Abigail Tran arriva, non pas en talons ou en chaussures de ville, mais en basket, en jean et en queue de cheval. Elle griffonnait déjà dans un carnet en marchant. « Vous l'avez vraiment fait » dit-elle. Tyler lui tendit un sandwich. « J'ai dit que je me salirais les mains. » Elle désigna la lisière des arbres. « Vous avez aussi quelqu'un d'autre qui observe. » Tyler suivit son regard. Debout à la lisière du parc, juste au-delà de la nouvelle clôture, se tenait un homme en costume sombre, déplacé parmi les tenues de petite ville. Il portait des lunettes de soleil et avait l'aplomb de quelqu'un habitué au contrôle. Le ventre de Tyler se serra. « Qui est-il » demanda Abigail. « Quelqu'un du passé » marmonna Tyler. L'homme ne s'approcha pas, il se contenta de regarder. Puis,
Après quelques minutes, il se retourna et partit sans un mot. Tyler chassa cette pensée. Il avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Anna lui faisait signe, pointant avec enthousiasme un nouveau toboggan, fraîchement peint en rouge vif. « Monsieur Tyler, venez le tester. »« Je ne suis pas sûr de respecter la limite de poids, » dit-il. « Allez, c'est votre toboggan maintenant. » Des rires éclatèrent autour d'eux. Même Mara esquissa un sourire. Tyler céda, monta à l'échelle et glissa avec un cri qui le surprit lui-même. Quand il atterrit, les applaudissements, à moitié blagueurs, à moitié sincères, le prirent au dépourvu. « On dirait que c'est sûr », cria quelqu'un. En milieu de matinée, les enfants jouaient à chat sous les arbres. Les grands-parents sirotaient de la limonade, et la nouvelle fresque peinte par des adolescents locaux avec les fournitures de Tyler brillait de couleurs vives sur le côté du bâtiment communautaire. Elle disait « Sois celui qui aide », avec une petite pierre violette dessinée sous les mots. Tyler la fixa longtemps, incertain de qui l'avait peinte. « Vous avez commencé quelque chose », dit Abigail à côté de lui, « que vous l'ayez voulu ou non. »« Je n'ai pas commencé », répondit Tyler. « C'est Anna qui l'a fait. » Abigail referma son carnet. « Vous pensez être l'arrière-plan de cette histoire ? » « Non, » dit-il. « Je pense que je suis en train d'apprendre comment en faire partie. » Soudain, une altercation près du portail attira leur attention. Un adolescent, peut-être 16 ans, maigre, anxieux, se disputait avec un autre, les voix fortes, les poings serrés. « Et » appela Tyler en trottant. Le plus grand, clairement énervé, cria « Il m'a tapé fort exprès. »« Non, je n'ai pas fait ça, » dit l'autre, les yeux vitreux. « Tu m'as poussé en premier. » Tyler s'interposa entre eux. « Ça suffit, tous les deux. » Les garçons soufflèrent, en colère, mais embarrassés. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à celui qui était en colère. « Jason. » Tyler désigna la fresque. « Tu vois cette pierre ? Elle m'a donné la vraie, parce que j'avais besoin d'aide et personne d'autre ne voulait m'aider. Maintenant, je la porte pour ne pas oublier qu'être fort, ce n'est pas frapper en premier. C'est savoir quand s'arrêter. » Jason détourna le regard, honteux. « Serrez-vous la main, » dit Tyler. « Et puis prenez un jus de fruits et calmez-vous. » À contre-cœur, ils le firent. Abigail griffonna quelque chose rapidement. « Qu'est-ce que vous écrivez maintenant ?» demanda Tyler. « La vérité, » dit-elle simplement. Plus tard cet après-midi-là, la foule commença à s'éclaircir. Le jus était parti, les sandwichs dévorés, et les enfants collants à cause des sucettes glacées que la tante de quelqu'un avait apportées dans une glacière. Anna serra à nouveau Tyler autour de la taille. « Le meilleur parc de tous les temps », murmura-t-elle. Mara s'approcha avec un sourire fatigué. « Ça va ?» lui demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Mieux que depuis des années. » Elle pencha la tête. « Vous êtes sûr que cet homme en costume ne vous a pas effrayé ? » J'en suis sûr, dit-il. Le passé ne me possède plus. Cette nuit-là, après le nettoyage, Tyler s'assit seul sur le nouveau banc. La fresque brillait au clair de lune. Il sortit la pierre de sa poche et la fit tourner entre ses doigts. Il pensa à Jason, à Anna, à l'homme près de la clôture, et à lui-même, autrefois trop effrayé d'être vu à moins d'être célébré. Il leva les yeux vers les étoiles. Elle ne se souciait pas de qui il avait été, seulement de ce qu'il choisirait d'être ensuite. L'homme en costume revint 3 jours plus tard. Il était un peu plus de midi lorsque Tyler sortit du Dolly's Coffee and Books avec son café noir habituel, accueilli par la même cloche grinçante et l'odeur de grains moulus. L'air estival de Dawsonville était lourd de chaleur, et Tyler prévoyait de se rendre directement au centre communautaire pour rencontrer un charpentier bénévole qui l'aiderait à réparer l'ancien kiosque. Il n'arriva jamais à son camion. Monsieur Brandt. La voix était basse, sèche, maîtrisée. Le même homme du terrain de jeu se tenait à côté d'une voiture noire lustrée garée de l'autre côté de la rue. Bras croisés, lunettes de soleil maintenant retirées. Ses cheveux étaient gominés, son costume impeccable, sa cravate juste assez desserrée pour feindre la décontraction, mais l'éclat dans ses yeux disait affaire, pas familiarité. Tyler se figea. Jackson Greer. L'homme esquissa un léger sourire. Content que vous vous souveniez de moi. Tyler ne lui rendit pas son sourire. Difficile d'oublier celui qui m'a remis mes derniers papiers de sortie. Jackson tendit une carte de visite. Tyler ne la prit pas,
Je ne suis pas ici pour ressasser le passé, dit Jackson. Je suis ici avec une opportunité. J'en ai eu assez de celle-là, répondit Tyler en s'écartant. Jackson le suivit. Vous avez disparu. Pas de presse, pas d'explication. Vous avez juste abandonné une entreprise que vous aviez construite. Laissez vos parts sur la table. Tout le monde a cru que vous aviez perdu la tête. J'ai gagné la paix. Vous auriez pu laver votre nom, continua Jackson. Vous le pouvez encore. Je n'ai pas besoin des excuses du monde, dit Tyler. J'avais juste besoin d'arrêter de prétendre que ça comptait. Mais ça compte, claqua Jackson, le masque tombant. Vous faites à nouveau le buzz, Tyler. L'épicerie, l'enfant, le terrain de jeu. Les gens regardent. Vous pourriez utiliser ça. En faire quelque chose. Un rebranding, un retour. Tyler se tourna lentement pour lui faire face. Je ne suis pas un produit, Jackson. Pas une marque, pas votre poule aux œufs d'or. Jackson baissa la voix. Vous vous gaspillez ici. À réparer des balançoires, à partager de la limonade avec des écoliers. Vous étiez un leader. Vous avez changé des industries. J'ai aussi écrasé des gens sous des délais et ignoré le dernier message vocal de ma mère parce que je concluais une affaire. Cela frappa fort. La mâchoire de Jackson se serra. Tyler ajouta, cette ville ne veut pas d'un autre roi de la technologie. Elle veut quelqu'un qui écoute quand le toit fuit. Quelqu'un qui se montre quand les lumières s'éteignent. Jackson regarda la rue endormie comme si cela l'offensait personnellement. Vous pensez que c'est votre histoire de rédemption? Se moqua-t-il. Cet endroit est une impasse. Non, dit Tyler calmement. C'est un nouveau commencement. Il y eut un instant de silence. Puis Jackson glissa quand même la carte dans la poche de Tyler et s'éloigna en marmonnant, la porte est ouverte. Vous n'aimerez pas quand elle se fermera. Tyler resta immobile. Le café dans sa main était maintenant tiède. Il regarda de l'autre côté de la rue vers la fresque près du centre communautaire. Sois celui qui aide. Les mots brillaient sous le soleil de l'après-midi comme s'ils avaient attendu pour le lui rappeler. Plus tard ce soir-là, dans l'appartement de Mara, il était assis à table pendant qu'Anna lui montrait un dessin qu'elle avait fait, un bonhomme allumette de lui plantant des fleurs, avec une bulle de dialogue qui disait « Construisons l'espoir ». Tu t'es transformé en dessin animé, taquina Mara. J'aurais pu être pire, dit Tyler. Elle aurait pu me dessiner en chèvre encore une fois. Anna gloussa. Les chèvres sont drôles. Pendant qu'il mangeait, Tyler jeta un coup d'œil à la fenêtre. Le monde extérieur semblait petit, proche et sûr. Et pourtant, son esprit bourdonnait sous le poids des mots de Jackson. Mara le remarqua. Tu es silencieux ce soir. Je réfléchis juste, dit Tyler. Elle posa sa fourchette. Tu vas me dire ce qui te préoccupe vraiment, ou allons-nous jouer à ce jeu de milliardaire mystérieux pour toujours? Il soupira. Un homme avec qui j'ai travaillé s'est présenté aujourd'hui. Il veut que je revienne, que je lave mon nom, que je récupère tout ce que j'ai abandonné. Mara ne réagit pas immédiatement. Elle s'essuya la bouche, puis demanda, est-ce que tu le veux? Je ne sais pas, avoua-t-il. Je pensais être parti pour de bonnes raisons, mais maintenant, j'ai l'impression que le passé essaie de me tirer en arrière, et peut-être que je n'ai pas autant changé que je le pense. Tu as changé, dit-elle simplement. Comment le sais-tu? Parce que le Tyler qui est arrivé fauché et embarrassé dans une épicerie n'a pas fui. Il est resté. Et celui qui est assis ici à manger des spaghettis avec une mère célibataire et son enfant bavard? Ce n'est pas l'homme des gros titres. Tyler déglutit. Et si je pars, et si je retourne à cette vie? Mara haussa les épaules. Alors c'est ta décision. Mais sache ceci, Anna te voit comme plus qu'un homme qui a perdu une carte de crédit. Elle te voit comme quelqu'un qui s'est montré quand personne d'autre ne l'a fait. Cela ne disparaît pas juste parce que tu signes un nouveau contrat. Anna intervint, la bouche pleine. On ne peut pas réparer les choses si on vole toujours en jet. Tyler gloussa. C'est dans la Bible? C'est dans ma tête, dit-elle fièrement. Cette nuit-là, après que la vaisselle fut faite et qu'Anna fut couchée, Tyler se tint à la fenêtre, fixant la rue sombre. Il sortit la carte de visite de Jackson de sa poche et la tint au-dessus de la flamme d'une bougie que Mara avait laissée allumer sur le comptoir. Les bords s'enroulèrent lentement. Puis,
soudain, tout s'enflamma. Tyler la laissa tomber dans l'évier et la regarda se consumer en cendres. Il n'avait pas besoin d'un autre empire. Il avait besoin d'un but, et il l'avait trouvé ici à Dawsonville, dans les terrains de jeu et les pierres violettes, dans les secondes chances non télévisées, mais vécues. À la fin de la semaine, Dawsonville bourdonnait à nouveau, mais pas de rire cette fois. Quelque chose bougeait, un murmure invisible sous les rues calmes et le bavardage des cafés. Tyler le sentit avant de l'entendre. La façon dont les gens faisaient une pause au milieu d'une conversation quand ils passaient. La façon dont le sourire de Dolly faiblissait légèrement quand elle lui tendait sa tasse. Même Mara semblait plus prudente, comme si elle attendait une tempête. Cela commença par un titre, non pas un titre criard de tabloïd, mais quelque chose de plus discret, de plus insidieux. Un blog de l'industrie technologique, plus connu pour les rumeurs que pour les faits, publia un court article intitulé « Le milliardaire caché, que fait vraiment Tyler Brandt dans une petite ville de Géorgie ?» Il était rempli de spéculations, de sources anonymes, de suggestions que les efforts de Tyler pour le terrain de jeu étaient une couverture pour quelque chose d'autre, quelque chose de louche. Que peut-être il n'avait pas quitté le monde de la technologie proprement, que peut-être le modeste retour n'était qu'un coup de pub déguisé. Le lundi, le journal local l'avait repris, puis un segment de radio, puis une chaîne YouTube gérée par un type dans un sous-sol portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Il ne fallut pas longtemps pour que les gens commencent à regarder Tyler différemment. La fresque du terrain de jeu fut dégradée le mardi soir. Quelqu'un avait gribouillé sur « Soit celui qui aide » avec un grossier signe $ et les mots « Faux sauveur ». Quand Tyler le vit le lendemain matin, il resta immobile longtemps, le soleil se levant derrière lui. Abigail Tran arriva quelques instants plus tard, essoufflée. « J'ai entendu, dit-elle. Je suis venu dès que j'ai vu la photo en ligne. » Tyler ne dit rien. Il fixa juste la peinture rouge qui coulait sur le mur comme une blessure. « Je sais que ce n'était pas vous, dit-elle doucement. Quiconque a été ici ces dernières semaines le sait. Mais tout le monde n'a pas été ici, répondit Tyler doucement. Et ceux qui regardent en ligne, ils croient ce qui les divertit, pas ce qui est vrai. Mara les rejoignit, les bras croisés, le visage dur. Lâche. Ils n'ont même pas pu le dire en face. Les gens ont peur quand leurs illusions sont menacées, dit Abigail. Surtout l'illusion que les hommes riches ne peuvent pas changer. Anna arriva un instant plus tard, s'arrêtant net en voyant la fresque. Son visage s'affaissa. Qui a fait ça? Tyler s'agenouilla à côté d'elle. Quelqu'un qui est confus. Anna fronça les sourcils. Mais vous êtes un aide. Non, il sourit faiblement. Cela ne veut pas dire que tout le monde le voit ainsi. Eh bien, moi, si, dit-elle farouchement. Et mes amis aussi. Elle fit demi-tour et marcha vers le bâtiment de l'école, la tête haute. Cet après-midi-là, Tyler emprunta des fournitures au centre communautaire, peinture, pinceau, échelle, et se tint devant la fresque, prêt à réparer ce qui avait été brisé. Mais il ne la peignit pas lui-même. Au lieu de cela, il invita d'autres personnes. Des adultes se présentèrent, des adolescents avec des kits d'art, des parents avec leurs tout-petits, des anciens combattants à la main calleuse. Même le garçon du terrain de jeu, Ellie, apporta un petit plateau d'aquarelle. Ensemble, ils repeignirent la fresque. Non seulement la restaurèrent, mais l'élargirent. Autour des mots originaux, ils ajoutèrent des fleurs vives, des étoiles, de petites empreintes de mains de toutes les couleurs. Ils peignirent un pont au-dessus de la pierre violette et de petits bonshommes tenant la main en dessous. Au-dessus de tout, ils ajoutèrent un nouveau texte en lettres blanches audacieuses, la vérité survit toujours au bruit. Tyler recula, les mains éclaboussées de peinture, le cœur plus lourd que d'habitude. Abigail s'approcha tranquillement. Vous devriez parler à la ville. Dire quelque chose d'officiel. Clarifier les choses. J'ai passé la majeure partie de ma vie à dire les bonnes choses, dit Tyler. Mais peut-être que ce que je fais ici est plus fort. Elle le regarda un instant, puis hocha la tête. Je vais noter ça. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait, Tyler était assis sur le porche de l'appartement de Mara, buvant du thé glacé et regardant les lucioles étinceler sur la pelouse. Mara sortit et le rejoignit. La ville vous soutient, dit-elle. Vous le savez, n'est-ce pas? Je sais que certains le font, mais d'autres regardent encore, attendant que je craque. Elle sirota son thé. Laissez-les. Nous craquons tous un jour ou l'autre, mais ce n'est pas la même chose que de se briser.
Il la regarda, quelque chose de doux dans son expression. Vous croyez en moi? Je crois en ce que j'ai vu, Tyler. Pas en ce que j'ai lu. Pas en ce qui se chuchote. Il hocha la tête. C'est rare ces jours-ci. Ils restèrent un moment silencieux. Le genre de silence qui vient quand les mots sont épuisés et que la compréhension s'installe à leur place. Plus tard cette nuit-là, Tyler se rendit seul au parc. La fresque brillait au clair de lune, intacte maintenant, protégée par des murs invisibles de bienveillance communautaire. Il s'assit sur le banc, sortit la pierre violette de sa poche et la tint dans sa main. Quelque chose allait arriver. Il le sentait. La dégradation n'était pas la fin. C'était le début d'une tempête, qu'il ne pouvait pas encore voir clairement. Mais il n'était plus l'homme qui fuyait. Il était celui qui restait, qui se montrait, qui aidait, même si aider signifiait être seul dans le bruit. Le soleil se leva tôt sur Dawsonville, peignant son ancien palais de justice et ses collines couvertes de pins d'un or poussiéreux. Tyler sortit de son camion et inhala l'air frais des montagnes, un rappel que cette ville était plus qu'un simple décor. Elle était vivante dans le doux murmure des routines quotidiennes, le craquement des porches, l'odeur familière du pain et des biscuits frais qui flottaient partout. Il avait passé la nuit à ruminer, des décisions se bousculant dans son esprit comme les engrenages d'une machine. La dégradation de la fresque l'avait piqué. Mais plus encore, elle avait révélé quelque chose de plus profond, la peur, la suspicion, la résistance au changement. Il savait que Dawsonville était petite, un peu plus de 4000 habitants, une communauté montagnarde profondément enracinée dans les légendes du moonshine, l'héritage de la NASCAR et un sentiment d'autonomie. Elle ne grandissait pas à pas de géant. Elle mijotait doucement jusqu'à ce qu'un jour elle déborde. Alors qu'il marchait vers le centre communautaire, il croisa des visages familiers, Madame Stovey s'occupant de ses rosiers, Monsieur Jenkins chargeant des sacs de nourriture dans son camion, la bannière du Lion Club flottant doucement près de l'hôtel de ville. Ils hochèrent poliment la tête. La curiosité et l'inquiétude se mêlaient dans leurs yeux. C'était la même ville qui s'était surnommée la capitale du moonshine, où les étrangers étaient accueillis avec prudence et le changement avec une douce suspicion. À l'intérieur du centre, des bénévoles s'étaient rassemblés. Les lys sur les bancs étaient frais du marché des producteurs. Les produits locaux étaient exposés avec une fierté modeste. Tyler les salua, offrant du café, des sourires chaleureux, une gratitude silencieuse. Le bavardage devint doux lorsque les gens mentionnèrent la fresque, les murmures de ce qui avait été dit en ligne. À 9 heures, le maire Walden, John Walden, entré en fonction quelques mois auparavant, entra dans la salle, flanqué des membres du conseil municipal et des anciens. Pendant un bref instant, Tyler craignit qu'on ne lui dise de continuer ses bonnes actions discrètement, à l'abri des regards. Mais au lieu de cela, le maire leva la main. Cette communauté doit exprimer sa propre vérité, dit-il, la voix ferme. Nous soutenons ceux qui construisent, pas ceux qui démolissent. Un léger applaudissement se propagea dans la pièce. Le cœur de Tyler battit la chamade. Non pas à cause des éloges, mais parce que ce moment ne le concernait pas. Il s'agissait de la ville défendant ce en quoi elle croyait, l'unité, la gentillesse, la lente justice de l'action partagée. Abigail Tran se glissa à côté de lui aussi. Elle avait écouté plus tôt, son stylo en suspens au milieu d'un gribouillis, puis l'avait laissé tomber sur le carnet. Il lui offrit un léger sourire, pas besoin de mots. Puis la porte s'ouvrit alors que l'enseignant d'art du lycée entrait avec une poignée d'élèves, leurs doigts tachés de peinture et leurs sourires timides, preuve d'un travail acharné. Ils déroulèrent une nouvelle affiche de conception de fresques alternatives, pleine de scènes locales, les chutes d'Amicalola dévalant des falaises boisées, d'anciennes silhouettes de course le long de Thunder Road, des enfants sous un arc-en-ciel tendant la main vers les mots, soit celui qui aide. La vérité survit au bruit. Les jeunes parlèrent doucement mais avec force, expliquant comment ils voulaient montrer le vrai visage de Dawsonville, non pas la caricature peinte en ligne, mais quelque chose d'enraciné. Les montagnes, les légendes du moonshine, le passage vers un présent plus bienveillant. Tyler écouta. Il se sentit revivre. Plus tard devant, il rejoignit les élèves pour finaliser les plans, pots de peinture, pinceaux, cônes de sécurité. Il distribua des bocaux d'eau, hocha la tête d'encouragement. À midi, Mara et Anna apparurent. Les yeux d'Anna prirent en compte le travail. Puis Tyler, sans un mot, elle tendit la main pour la prendre. Vous leur avez montré comment, dit-elle. Tyler déglutit. Un groupe d'habitants plus âgés arriva également. Certains retraités qui s'étaient installés ici récemment,
faisant partie de l'afflux qui façonnait la nouvelle ère de Dawsonville. D'autres qui avaient vécu des décennies de jours tranquilles. Ils s'approchèrent un par un pour présenter leurs excuses, faire de petits dons, ou simplement un signe de réconciliation. Sur leur visage, Tyler vit quelque chose de plus ancien que le pardon, la reconnaissance. L'après-midi s'écoula avec la peinture. Ellie, son nouvel ami du terrain de jeu, aida à appliquer des traînées jaune beurre autour de l'arc-en-ciel. Une grand-mère oiseau regardait, son parapluie la protégeant du soleil, son arrosoir immobile à ses pieds. À 17 heures, la fresque était terminée, nouvelle, brillante, vivante et en plusieurs couches. Pas parfaite, mais honnête. Tyler recula, essoufflé, éclaboussé de peinture, satisfait. Abigail prit une dernière photo. C'est l'histoire, dit-elle. Oui, répondit Tyler. C'est l'histoire. Ce soir-là, les habitants se sont réunis au Glen Wallace Park, un endroit où les familles pique-niquaient et les groupes de bluegrass jouaient sous les pins. Ils ont apporté des tartes faites maison, de la limonade, des rires. Tyler se tenait à côté d'Anna et Mara alors que le soleil se couchait, réchauffant leurs visages. Le maire Walden s'éclaircit la gorge. Que cela nous rappelle qu'à Dawsonville, nous ne laissons pas les rumeurs nous définir. Nous laissons la gentillesse parler. La foule a applaudi. Tyler pensa à la pierre violette dans sa poche, un symbole silencieux du souvenir. Il la pressa une fois de plus, puis la laissa reposer là, un cœur battant régulièrement dans sa paume. Car dans les os de la ville, ses histoires, ses chants, ses habitants, il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de rester. Et cette fois, il savait pourquoi il était chez lui. Le lendemain matin, le calme ne tint pas. Tyler se réveilla au bourdonnement incessant de son téléphone vibrant sur la table de nuit. Le soleil n'avait même pas encore franchi les collines. Il se retourna, groggy, et répondit sans vérifier l'identifiant de l'appelant. « Il faut que tu vois ça. » La voix d'Abigail parvint, urgente maintenant. Elle envoya un lien. Il cliqua. Son cœur se serra. Une vidéo circulait en ligne, des images granuleuses d'une caméra de sécurité prise la nuit précédant la dégradation de la fresque originale. Elle montrait un homme, capuche relevée, bombe de peinture à la main, mais la vidéo était délibérément éditée. Juste assez d'images étaient coupées et recadrées pour le faire ressembler à Tyler. La légende disait, la vérité sur le nouveau sauveur de Dawsonville pris en flagrant délit. La publication avait déjà des milliers de partages, des milliers de commentaires, la plupart de personnes n'ayant jamais mis les pieds à Dawsonville, mais certains, de manière inquiétante, étaient des noms locaux que Tyler reconnaissait, des gens avec qui il avait partagé un café, ri, travaillé côte à côte. Il sentit le sol se dérober sous lui. En moins d'une heure, il était au Dolly's Coffee and Books. La chaleur habituelle de la pièce manquait. Dolly elle-même leva les yeux de derrière le comptoir, le visage pâle. « Je sais que ce n'est pas vrai, » dit-elle rapidement, comme pour se rassurer. Mais les gens posent des questions. Tyler hocha lentement la tête. « Je vais arranger ça. » Il sortit juste au moment où Mara s'arrêtait. Anna descendit du côté passager, mais Tyler sentait que quelque chose n'allait pas. Mara ne souriait pas. Sa mâchoire était tendue. « Vous l'avez vu, dit-il. »« Oui, répondit-elle. Je sais aussi que ces images sont des ordures. » Anna lui prit la main, murmurant, « Ne t'inquiète pas. J'ai dit aux enfants à l'école que c'était un mensonge. » Tyler força un sourire, bien que son estomac se tordît. « Merci, ma puce. » Mais les choses empirèrent. À midi, une foule s'était rassemblée devant le centre communautaire. Pas une foule en colère, mais pas amicale non plus, des hommes locaux en jeans usés et bottes de travail, des femmes aux bras croisés, serrant leur téléphone, des murmures de déception, de doute. Ils n'étaient pas venus l'écouter. Ils étaient venus voir ce qu'il ferait. Tyler s'avança. « Je sais ce qui circule, » commença-t-il. « J'ai vu la vidéo et je vous dis que ce n'est pas moi. » Quelqu'un à l'arrière se moqua. « Ça vous ressemble, ça marche comme vous. » Une autre voix. « Pourquoi quelqu'un vous piégerait-il » Tyler hésita. « Parce que j'ai quitté un monde qui ne pardonne pas. Parce que les gens avec qui j'étais ne supportent pas quand quelqu'un s'en va et commence à construire quelque chose de réel. » La foule murmura à nouveau. Le doute planait lourdement. Puis Mara se plaça à côté de lui. « Ma fille et moi étions avec lui la nuit où cette fresque a été dégradée, » dit-elle, la voix ferme. « Il nous a apporté de la nourriture, a aidé Anna avec son projet scientifique.
Il n'était pas dehors à peindre des murs. Abigail s'avança également. Et j'ai vérifié les métadonnées de la vidéo de sécurité. Elles ont été falsifiées. Quiconque l'a publiée voulait que vous le croyiez parce qu'ils savent que Dozonville écoute les siens. Un long silence suivit. Puis un homme âgé, Monsieur Jenkins, parla. Je ne connais pas grand-chose aux astuces techniques, mais je connais cette gamine. Il hocha la tête vers Anna. Elle ne suivrait pas un menteur, et je fais plus confiance à son jugement qu'à n'importe quelle vidéo. Quelques gloussements éclatèrent. La tension se relâcha. Anna rayonna. Ce soir-là, Tyler rentra chez lui et s'effondra sur le porche. Le poids de la journée pesait sur ses os. Les attaques ne s'arrêtaient pas. Elles s'intensifiaient. Quiconque voulait qu'il parte ne jouait plus. Il sortit la pierre violette, la fit tourner entre ses doigts. « Tu es toujours avec moi ?» demanda-t-il doucement. La pierre, bien sûr, ne dit rien. Mais la porte grinça derrière lui et Mara sortit, portant 2 tasses de thé. « Je pensais que tu aurais besoin de quelque chose de chaud, dit-elle. « Merci. » Elle s'assit à côté de lui. Tous deux regardant la rue qui s'assombrissait. « Tu penses que ça va s'arrêter ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle honnêtement. Mais je pense que tu es plus fort que tout ce qui va arriver. » Il la regarda. « Je ne l'étais pas avant. Tu le es maintenant. » Ils restèrent ensemble dans le silence. Tout n'était pas résolu, mais quelque chose avait changé parce que la vérité n'a pas besoin de mégaphone. Elle a besoin de temps, et Tyler en avait assez de courir après ça. La première lumière de l'aube filtrait à travers les pins, dessinant de longues ombres sur les collines douces de Dozonville. Tyler se réveilla avec un léger remue-ménage, un souffle collectif retenu entre la ville et lui. La confrontation de la veille avait délogé quelque chose dans sa poitrine, mais ne l'avait pas brisé. Il sirota un café tiède dans son camion garé à côté du centre communautaire avant d'y entrer. À l'intérieur, des bénévoles arrangeaient déjà les matériaux pour le prochain projet de la semaine, la réouverture de l'aile de la bibliothèque en ruine, fermée depuis des années. À 9 heures, le maire Walden arriva, presse-papier à la main, l'air plus déterminé que Tyler ne l'avait jamais vu. Cette attaque vidéo, certains pensent que c'est le coup de grâce, dit le maire, la voix basse. Tyler hocha la tête. Peut-être, mais la culpabilité n'est pas l'opposé de la confiance. Le maire lui lança un regard. Je suis prêt à me battre pour la vérité, pour cette ville. La nouvelle se répandit vite à Dozonville. En milieu de matinée, les habitants arrivèrent au compte-gouttes, des bibliothécaires dépoussiérant les étagères, des bénévoles de la force d'intervention créant de nouvelles signalisations, même la caissière de l'épicerie. Ils apportèrent leurs outils, leurs questions, et surtout, leur présence. Tyler trouva Mara à la table de tri, des piles de livres derrière elle. Elle lui tendit une tasse ébréchée pleine de crayons. « Nous essayons de construire quelque chose de plus fort, dit-elle. Une brique de confiance à la fois. » Il sourit. C'est la meilleure des sortes. Les enfants du collège arrivèrent ensuite, faisant partie du club de jeunes One Dawson, leurs t-shirts audacieux sur leur poitrine. Du bord de la pièce, Anna agita la main et lui fit un pouce levé. Il rencontra son regard, hochant la tête en retour. À l'heure du déjeuner, l'aile de la bibliothèque avait déjà changé. Fenêtres réparées, étagères réapprovisionnées, coin lecture aménagé avec des plaids douillets. Les couleurs de la fresque saignaient maintenant à l'intérieur, visibles à travers les portes ouvertes. Abigail Tran apparut à nouveau, appareil photo à la main, mais les yeux plus doux. « Vous rendez ça réel ?» dit-elle. Tyler s'appuya contre une table. Je pensais qu'un rapport trimestriel était important. Il s'avère que les mots dans des pièces vides ne changent pas les cœurs. Abigail posa son carnet sur la table. Vous insufflez de la vie dans des endroits que les gens avaient oubliés. En milieu d'après-midi, une voix retentissante résonna à travers les portes ouvertes. C'était Monsieur Jenkins, qui avait travaillé dans la construction avant sa retraite, tenant une pile de cartes de dons. Nous avons assez pour maintenir les lumières allumées et embaucher un assistant bibliothécaire à temps partiel. Une acclamation éclata. D'autres s'avancèrent, des parents offrant de l'aide au tutorat, des anciens combattants offrant de la sécurité le soir, des retraités offrant des heures de comptes hebdomadaires avec leurs petits-enfants. Tyler sentit sa gorge se serrer. Le poids de tout ce qu'il avait abandonné fondait dans ce moment d'authenticité. Puis le maire Walden s'éclaircit la gorge à nouveau. Nous allons inaugurer cette aile demain.
Elle s'appellera le coin de laideur en l'honneur de quelqu'un qui nous a rappelé pourquoi cela compte. Tyler déglutit difficilement, le cœur en feu. Il regarda les visages, les mains rugueuses par le travail, les yeux chauds d'un espoir renouvelé. Ce soir-là, Tyler se tenait dehors sous les pins imposants près du centre communautaire. La brise portait l'odeur du cèdre, la promesse d'une pluie à venir. Il sortit la pierre violette de sa poche, réchauffée par sa main. Il la pressa doucement. Mara le rejoignit silencieusement. Après un moment, elle dit « Il croit maintenant ». Tyler hocha la tête. Il voit maintenant. Elle rencontra son regard. C'est tout ce que nous voulons tous. Il pensa aux chiffres, à la population de la ville oscillant un peu plus de 4000 habitants, majoritairement blancs et traditionnels dans leurs valeurs. Il pensa à quel point sa présence avait été frappante et difficile. Mais maintenant, lentement, les tissus de la confiance se retissaient, renforcés par l'action plutôt que par la supposition. Au bord du ciel qui s'assombrissait, des lucioles s'allumèrent, de minuscules étincelles, presque invisibles, mais indubitables. Tyler remit la pierre dans sa poche et inspira profondément. Il ne reconstruisait pas un empire. Il aidait à reconstruire une communauté. Et cette fois, le changement était aussi silencieux et régulier que le déroulement des saisons. Le soleil de début d'après-midi filtrait à travers les grands pins, projetant des ombres mouchetées sur l'aile de la bibliothèque récemment revitalisée. Familles, enseignants, anciens de la ville et bénévoles s'étaient rassemblés dans la cour juste après l'entrée. Des chaises pliantes étaient disposées en rangées nettes et un simple pupitre en bois se tenait prêt, orné d'une bannière faite maison qui disait « Le coin de laideur ». Dédicace aujourd'hui. Tyler se tenait près de l'arrière, les mains dans les poches, regardant la foule s'installer. Anna était assise à côté de Mara au premier rang, ses jambes se balançant, l'excitation illuminant son visage. Le cœur de Tyler se gonfla en la voyant là, la fille dont le petit geste avait tout déclenché. Le maire Walden s'approcha du microphone. Sa voix portait facilement dans le silence de l'attente. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous dédions cet espace à quelque chose de bien plus grand que des briques et des livres. Nous le dédions à la gentillesse, à l'action, à l'esprit d'entraide qui vit en chacun de nous. Il s'appelle le coin de laideur. Il se tourna et regarda Tyler, qui fit un petit signe de tête en signe d'appréciation. Le maire poursuivit, nous avons eu de l'aide en cours de route. Une aide invisible. Une aide silencieuse. Mais rien de tout cela n'aurait eu d'importance si les habitants de Dawsonville ne s'étaient pas manifestés. Et quelqu'un nous a rappelé à quoi cela ressemble. Tyler s'avança. Il s'éclaircit la gorge, balayant du regard les visages devant lui, des parents avec leurs tout-petits, des seniors avec des cannes, des adolescents en uniforme scolaire, des inconnus devenus amis. Il regarda Anna, dont le sourire nerveux le rassura. « Merci », commença-t-il doucement. « Je suis venu ici sans m'attendre à un monument. Je suis venu ici parce qu'une petite fille m'a donné $10 quand ma carte a échoué. Cela a fait deux choses. Cela a nourri ma faim et a nourri une partie de mon âme que je ne savais pas affamer. » Des murmures de reconnaissance résonnèrent dans la foule. « J'ai vécu une vie à courir après les gros titres, les applaudissements, les résultats, dit-il. Mais rien de tout cela ne m'a changé. Rester ici, réparer les terrains de jeu, rouvrir les bibliothèques, peindre des fresques m'a changé. Vous l'avez fait. Ce coin n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la vérité que l'aide compte. » Il fit une pause, regardant l'inscription sur le bâtiment. Sois celui qui aide. La vérité survit toujours au bruit. La pierre d'Anna. Tout cela tissé dans les murs. Je veux que les enfants viennent ici, poursuivit-il, non seulement pour lire, mais pour se souvenir que la communauté se construit à partir de petits actes de bienveillance. Que personne n'est trop puissant pour demander de l'aide. Et qu'aucun acte de gentillesse n'est si petit qu'il ne puisse changer une vie. Des applaudissements éclatèrent, doux au début, puis augmentant en chaleur. Tyler recula. Anna courut et le serra dans ses bras avec une étreinte féroce. « J'ai aidé à construire », murmura-t-elle dans son manteau. « Non », corrigea Tyler doucement. « Tu m'as aidé à construire quelque chose de réel. » Mara lui tendit un mouchoir et un sourire fier. Alors que la foule se dispersait, des bénévoles guidèrent les invités à l'intérieur pour explorer les nouvelles étagères, les coins douillets remplis de livres donnés, les nouvelles lampes de lecture, les tableaux d'affichage avec des histoires affichées sur des bandes de liège, et un coin lumineux peint en jaune doux étiqueté, coin des enfants.
Abigail Tran le trouva près de l'entrée, son carnet vide maintenant, mais la satisfaction brillait dans ses yeux. « Vous l'avez dit » dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Espérons que les gens écouteront. » Le soir, la course était vidée, les chaises pliées et rangées, la bannière soigneusement rangée. Tyler resta assis sur le même banc en bois sous les pins, maintenant ombragé et silencieux. Anna était assise à côté de lui, bâillant. Elle est épuisée, murmura Mara en venant les rejoindre. Nous allons rentrer bientôt. D'accord, dit Tyler, posant doucement son bras sur les épaules d'Anna. Elle se blottit contre lui. Tous les trois restèrent dans un silence complice, le calme seulement brisé par le bruissement des aiguilles de pin et le sifflement lointain d'un train. Tyler pensa à la façon dont, 3 semaines auparavant, il s'était senti invisible. Maintenant, il se sentait connecté, enraciné. Mara le regarda. « Regrettez-vous d'être revenu ?» Tyler sortit la pierre violette de sa poche et la fit rouler entre ses doigts. « Je pensais l'avoir fait une fois. » Il la regarda, puis Anna, puis la bibliothèque qui brillait doucement derrière eux. « Mais plus maintenant. » Mara lui serra la main. La nuit s'installa. Tyler se leva, brossant son jean. Il remit la pierre dans sa poche. « On va rentrer » dit-il doucement. Anna sauta, somnolente, se frottant les yeux. « Bonne nuit, monsieur Tyler. »« Bonne nuit, Anna, dit-il en la rattrapant. « Dors bien. » Alors qu'il s'éloignait, Tyler jeta un dernier coup d'œil au panneau, le coin de laideur. Les lumières à l'intérieur projetaient une douce lueur sur la cour. Il expira, un poids soulevé. Il ne savait pas ce que demain apporterait. Le doute pourrait revenir. De nouveaux défis pourraient surgir. L'homme en costume pourrait réapparaître. Mais ici, dans le courant de cet endroit, il avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être défendu, une vérité faite de mains, de cœur et de bibliothèque. Et en cela, il s'était retrouvé. Lorsque le chœur des cigales s'éleva dans l'air chaud de la nuit, il réalisa que c'était peut-être ça, sa maison. Une maison imparfaite, en guérison, humaine. La lumière matinale filtrait doucement à travers les pins, dessinant de longues ombres sur la place pavée qui servait de cœur au centre-ville de Dawsonville, des bâtiments historiques en briques rouges encerclant l'ancien palais de justice du comté de Dawson, une structure debout depuis 1858, restaurée mais digne de son âge. C'était un lieu enraciné dans l'héritage, portant les murmures de chaque âme qui avait jamais parcouru Thunder Road, des trafiquants de moonshine aux légendes de la NASCAR. Il passa devant le Georgia Racing Hall of Fame, sa sirène silencieuse tôt le matin, attendant le prochain champion pour l'enflammer de célébration. Et au-delà, des vitrines de rêve, certaines longtemps fermées, d'autres nouvellement peintes, se tenaient comme une promesse silencieuse. Protéger notre histoire et pourvoir à l'avenir, disait la devise de la ville imprimée autrefois sur un dépliant, se rappela Tyler. Il s'arrêta pour toucher les briques fraîches de l'ancienne prison, construite en 1881, ses murs épais parlant d'enfermement et de vérité racontée par la communauté. Dans cet endroit, chaque structure portait une histoire d'héritage cherokee, de mineurs cherchant de l'or en 1829, de distillats sauvages et de courses audacieuses qui ont évolué en NASCAR. Tyler inspira plus profondément. Il sentit le pouls des générations sur cette place, et avec cela vint la clarté. Ce qu'il avait construit à la bibliothèque n'était pas un détour. C'était une partie du même courant qui avait toujours traversé Dawsonville. L'héritage ne faisait pas taire le changement. Il devait l'embrasser. Il se dirigea vers The LPS Corner. Le Keys Nook jaune vif l'accueillit à bras ouverts dès l'entrée. Les rangées de livres se tenaient comme des amis patients. Dans le coin, une exposition honorait l'histoire locale, une photographie de Raymond Parks et Red Vogt à côté d'images vintage des débuts de la course et une plaque racontant les racines du moonshine et de la NASCAR de la ville. Abigail se tenait là, son appareil photo éteint, son carnet fermé, mais son expression était celle de quelqu'un qui réalisait quelque chose de profond. « Vous construisez plus qu'une communauté » dit-elle doucement. « Vous mélangez le passé et le présent. Cet endroit ressemble à la maison. » Tyler hocha la tête. « Nous n'effaçons pas l'histoire. Nous construisons sur elle. » Plus tard, alors que le marché fermier hebdomadaire de la ville ouvrait dans la rue voisine, Tyler et Mara flânèrent parmi les stands vendant des biscuits frais, du miel local, des confitures maison et des objets artisanaux. Entrepreneuriat et tradition côte à côte, comme les mains des mères apprenant aux enfants à pétrir la pâte à côté de celles des retraités offrant des histoires d'autrefois. Au stand de Beres Farm,
Tyler discuta avec une fermière de l'arrivée du début de l'automne. Elle lui offrit un échantillon gratuit de confiture de pêche. Et en l'étalant sur du pain, il reconnut que cette terre, cet héritage appalachien, prospérait par des actes silencieux de renouveau et de résilience. Pendant ce temps, Anna chassait les lucioles près de la fontaine, ramassant des pétales tombés pour les presser entre des morceaux de papier ciré, marmonnant une poésie que seule une enfant pouvait composer. De retour sur les marches du palais de justice, le maire arriva avec une poignée de dépliants et de cartes. Aujourd'hui était le lancement d'une série de promenades patrimoniales pour célébrer des lieux comme l'ancienne prison, la Giant House sur Thunder Road, les chutes d'Amicalola et des sentiers qui résonnaient autrefois des voix Cherokee. Voudriez-vous prendre la parole lors de l'événement de lancement, demanda-t-il à Tyler, d'un ton plein d'espoir. Tyler considéra la façade en briques, les témoins silencieux des rêves ancestraux, des légendes de la course brassant du moonshine la nuit et construisant la communauté le jour. Je serais honoré, dit-il. Ils montèrent les marches du palais de justice ensemble, les habitants se dispersant pour assister. Au pupitre, Tyler jeta un coup d'œil à la foule. Enseignants, maires, commerçants, enfants serrant des pancartes faites maison qui disaient « Vérité » et « Racine » et « Aider son héritage ». Il parla avec son cœur. L'histoire n'est pas un monument. Elle est vivante. C'est ce que nous faisons quand nous honorons ceux qui nous a précédés et osons faire quelque chose de nouveau. L'héritage de Dawsonville est profond. Des prospecteurs d'or aux routes de moonshine en passant par les pistes de course et les centres communautaires. Maintenant, nous ajoutons des pages à cette histoire, non pas avec la vitesse ou la célébrité, mais avec l'empathie, le renouveau et la croyance partagée. Ils ont applaudi. Anna a sauté à côté de Mara, les yeux brillants. Les promenades patrimoniales commencèrent. De petits groupes suivaient Tyler, Abigail et le maire alors qu'il désignait la pierre angulaire du palais de justice posée en 1858. Les barreaux de fer de la prison qui contenaient autrefois plus que des prisonniers, ils contenaient l'espoir de la réforme. L'alambic de moonshine de la Giant House comme témoignage de défi et de réinvention. Les sentiers des Appalaches comme un lien avec les racines indigènes et les futurs promeneurs. Tyler guida doucement, partageant les histoires qu'il avait apprises, écoutant les anciens compléter les détails et les enfants interrogeant avec émerveillement. Chaque empreinte sur la promenade était une affirmation. Chaque personne comme lui pouvait s'enraciner ici authentiquement et sans peur. À la fin de la journée, sous le crépuscule qui s'installait, les feux d'artifice de gratitude brillaient dans des sourires timides et des hochements de tête en retour. Tyler retourna au banc devant le coin de laideur, la pierre de Julie chaude dans sa poche. Mara et Anna le rejoignirent et ensemble ils regardèrent l'horloge du palais de justice sonner, vieille et fidèle, marquant le temps, rappelant à la ville que l'histoire est moins ce que nous gardons en mémoire que ce que nous construisons de nos mains, de nos cœurs et de notre humanité partagée. Une brise de début de printemps caressa Dawsonville, portant l'odeur de la sève de pin et de la pluie fraîche sur la place du palais de justice. Tyler se tenait dans la lumière calme du matin, contemplant l'historique palais de justice du comté de Dawson, sa façade en briques rouges se dressant solidement depuis le milieu du XIXe siècle, témoin silencieux de générations de vie communautaire. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis le jour où Anna lui avait tendu ce billet de $10 froissés. Rédemption, diffamation, reconstruction mutuelle, et maintenant un tournant plus profond, l'intégration de ce qu'il avait été avec l'endroit où il choisissait de se tenir. Désormais, sur un héritage partagé et une confiance mutuelle. Mara et Anna le rejoignirent. Tyler glissa la petite pierre violette dans sa poche comme une promesse. Mara regarda vers la Giant House, visible depuis la place, construite en 1929, de style craftsman, avec un grenier secret encore utilisé pour le moonshine pendant la Prohibition. Cette maison, dit-elle doucement, elle nous rappelle que Dawsonville a toujours été une question de survie, de réinvention, de gens qui s'adaptent, qui se cachent quand ils doivent, mais qui construisent toujours des familles, des communautés, des avenirs. Tyler hocha la tête. Les trafiquants de moonshine creusaient des tunnels cachés. Maintenant, nous construisons des espaces ouverts comme le coin de laideur, des espaces d'apprentissage et de connexion au lieu de la clandestinité. Anna lui tira la main. Je peux raconter au groupe de touristes l'histoire de ce grenier secret? Il esquissa un sourire narquois. Ce serait peut-être trop fou même pour cette ville. Des rires résonnèrent doucement entre eux. Plus tard ce jour-là, Tyler et Abigail se tenaient devant un groupe hésitant de visiteurs rassemblés pour une visite à pied, patrimoine et espoir. Leur but, relier l'histoire complexe de Dawsonville, les coureurs de la Prohibition, les débuts des voitures de course,
les communautés oubliées avec le nouveau chapitre de gentillesse qui se déroule maintenant. Avec un calme serein, Tyler parla. Ce palais de justice a vu des années passées. Des guerres gagnées et perdues. Des lois écrites et brisées. La Giant House, construite comme une maison, abritait autrefois un secret. Pourtant, ces murs nous apprennent que l'histoire n'est pas toujours nette ou juste. Elle est humaine. Abigail ajouta, et aujourd'hui, cela devient plus une invitation à apprendre du passé et à construire quelque chose de généreux et de transparent. Le groupe déambula devant le Georgia Racing Hall of Fame, où les échos des accélérations et des acclamations résonnaient encore, un héritage né des trafiquants de moonshine devenus pionniers de la NASCAR. À chaque arrêt, Tyler invita les commentaires. Une femme âgée se rappela des cicatrices de course. Une jeune enseignante parla de la façon dont la fierté locale imprégnait encore la ville. Même un invité de l'extérieur hocha la tête, sentant le poids des histoires portées dans ces rues. En après-midi, la lumière du jour déclina et ils retournèrent au coin de laideur. À l'intérieur, les enfants se regroupaient autour des coins lecture tandis que les parents feuilletaient discrètement les archives de la ville et les photographies restaurées. La fresque fraîche, soit celui qui aide, regardait tout, lumineuse et vivante. Des familles de col blanc et de col bleu se mêlaient, ainsi que des visiteurs multigénérationnels. Agriculteurs, enseignants, retraités, tous liés par un récit partagé s'inscrivaient dans une mosaïque grandissante qui incluait désormais la rédemption de Tyler. Le maire Walden s'approcha de Tyler. Cette visite, elle m'a changé aujourd'hui. Les gens se sentent plus ancrés. Tyler posa une main sur l'épaule du maire. Parfois, la guérison ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de le reconnaître et de choisir de construire quelque chose qui honore à la fois qui nous étions et qui nous voulons devenir. Ce soir-là, sous des lanternes suspendues dans la cour, la ville organisa une petite fête. Des biscuits avec de la confiture locale, de la limonade, de la guitare acoustique jouée par un chanteur local. C'était humble, chaleureux et parfaitement improvisé. Anna dansait pieds nus sur l'herbe. Mara le regardait, la fierté illuminant ses traits. Tyler savoura un biscuit et tint discrètement la pierre violette, sachant que sa gratitude pour ses racines, sa communauté et ses secondes chances le guideraient. Il regarda le tourbillon de visages autour de lui, les visages de ceux qui avaient jugé, ceux qui doutaient, et ceux qui avaient choisi de rester, de reconstruire, de faire confiance à nouveau. Et dans ces visages, il trouva sa véritable maison. Dawsonville s'éveilla sous un ciel blanchi par le début du printemps. La rosée s'accrochait au brin d'herbe devant le coin de laideur, transformant la cour en sa propre petite mer de lumière. Tyler se tenait pieds nus sur le seuil de pierre, la pierre violette dans sa poche, un rappel que certaines choses restent stables, même lorsque l'avenir semble incertain. Aujourd'hui n'était pas une dédicace ou une célébration communautaire. Aujourd'hui, l'aile de la bibliothèque était fermée, le terrain de jeu vide. C'était un dimanche, un jour de réflexion tranquille. C'est du moins ce qu'espérait Tyler. Au lieu de cela, Mara le trouva assis sur les marches du perron, perdu dans ses pensées. « On dirait que tu portes une tempête », dit-elle en lui tendant 2 tasses en papier de café chaud. Il en prit une, réchauffant ses mains. L'homme en costume, il était là hier. « Vous voulez dire Jackson Greer ?» Tyler hocha la tête. « Il est passé chez Mavies, a posé des questions sur moi. Je ne l'ai pas laissé me voir, mais je sais qu'il est toujours là, à m'offrir une bouée de sauvetage vers un monde où je ne suis pas sûr de vouloir retourner. » Mara s'assit à côté de lui. « Vous avez changé. » « Oui. » Il regarda les pins. « Mais si ce monde n'a pas changé? Et s'ils ne me veulent que quand je leur suis utile, et quand je ne le suis pas? Eh bien, ils se débarrassent de mon souvenir. » Elle l'étudia silencieusement, puis dit, « Alors, laissez-les appeler. Cela ne signifie pas que vous devez répondre. » Il prit une lente inspiration. C'est ce qu'Anna a dit l'autre jour. Elle a du bon sens. Ils restèrent silencieux. Finalement, Anna déboula à travers la cour, un regard curieux dans les yeux. « De quoi parlez-vous, vous deux ? » « C'est juste des trucs d'adultes, dit Tyler. Il sourit doucement. « Tu veux m'aider à balayer le porche ?» Anna hocha la tête avec enthousiasme, attrapant une balayette dans une pile. Pendant qu'elle balayait, un rythme émergea, un doux frottement contre la pierre, l'odeur chaleureuse du café, le monde qui s'arrêtait autour d'eux. Plus tard, Abigail apparut avec son carnet, seulement cette fois, sans qu'on le lui demande. « J'ai l'histoire où vous n'avez pas à décider aujourd'hui, dit-elle, la voix douce.
C'est bon si vous ne revenez jamais. Il rencontra son regard, reconnaissant. Merci. Abigail hocha la tête, puis partit. Pas d'appareil photo, pas de flash, juste de la confiance. En après-midi, le rythme de la ville était revenu. Le café s'était rempli d'habitants fidèles. Un voisin était passé avec des œufs frais. Des enfants chassaient les lucioles dans l'herbe. La fresque, La vérité survit toujours au bruit, brillait d'un or accidentel d'après-midi. Tyler marcha jusqu'à la fresque, ses doigts traçant les lettres. Il pensa à la carte de Jackson qui brûlait encore dans l'évier chez Mara. Cet acte final, la laisser se réduire en cendres, avait été libérateur. Maintenant, le choix semblait plus clair. Ce soir-là, sous un ciel de crépuscule violet, Tyler et Mara se tenaient sous les pins. Ils tenaient la pierre, maintenant lisse. « Je ne reviens pas, dit-il doucement. Mara le regarda fixement. « Je sais. » Il expira, une tension se levant. Derrière eux, Anna appela à chasser d'autres lucioles. Le passé, l'empire technologique, les trahisons, les gros titres, n'étaient pas oubliés. Mais l'Éden avait été trouvé dans des choses simples, une bibliothèque, un terrain de jeu, une pierre. Et en choisissant de rester, alors que Tyler glissait la pierre dans la petite main d'Anna et se joignait à ses rires sous les pins suspendus, il savait que Dawsonville lui avait offert quelque chose de bien plus grand que la célébrité. Cela lui avait offert un endroit où il se sentait chez lui. Le soleil filtrait à l'aube à travers les grands pins, illuminant la cour du coin de laideur d'une lueur vert forêt. Tyler sortit, accueilli par le son des pages qui tournent, un bourdonnement constant de vie. L'aile de la bibliothèque était rouverte, son entrée encadrée de fleurs sauvages que quelqu'un avait plantées pendant la nuit, un cadeau inattendu porteur à la fois de gratitude et d'espoir. Mara s'approcha, portant un plateau de café et de pâtisserie, fraîchement cuite pour les lecteurs bénévoles venus animer l'heure du conte tôt le matin. Ils disent que les enfants apprennent à aider en lisant, dit-elle doucement, posant le plateau. Peut-être que l'esprit d'aide se répand discrètement, dit Tyler en prenant un croissant. Comme cette cour, inaperçue jusqu'à ce que quelque chose fleurisse. Anna apparut d'entre les étagères, tenant une pile de livres d'images. « Monsieur Tyler, puis-je lire au tout petit aujourd'hui » demanda-t-elle, fière et confiante. Tyler lui sourit. Il n'y a pas de meilleure aide que quelqu'un qui enseigne à travers des histoires. Quelques instants plus tard, il s'assit dans le coin lecture, observant la voix d'Anna égayer la pièce alors que les enfants se regroupaient autour d'elle, les oreilles alertes, les sourires larges, les cœurs attentifs. Il réalisa alors que l'héritage ne se construit pas avec des discours ou des empires. Il se tisse discrètement dans des moments comme ceux-ci. Plus tard, des bénévoles arrivèrent avec des outils pour étendre les petites jardinières près de l'entrée. Tyler se joignit à eux, creusant profondément dans le sol, plantant des soucis et des ignas. Mara lui tendit un arrosoir et ensemble ils s'occupèrent de la vie qui poussait sous leurs doigts. Abigail Tran arriva, son appareil photo éteint, son carnet à la main. Elle ne posa pas de questions aujourd'hui. Elle offrit simplement un signe de tête complice. Pas de mots, juste de la reconnaissance. Certaines histoires avaient besoin d'être vécues, pas racontées. En après-midi, le marché fermier hebdomadaire de la ville avait repris son plein essor près de la place du palais de justice. Tyler se promenait parmi les tentes exposant des produits frais, des courtes pointes faites à la main, des photographies vintage du passé de course de Dawsonville et des bocaux de confiture de pêche parfumés au soleil. Les gens le saluaient, certains avec d'anciennes questions, d'autres simplement avec des sourires d'appréciation. Pas de drame de gros titres aujourd'hui, juste une connexion enracinée. Au centre du marché, une petite table présentait des panneaux faits à la main indiquant « cours d'aide », offrant des choses comme des leçons de menuiserie, des journaux d'art et même des cercles de gentillesse pour les adolescents, des initiatives nées de discussions communautaires et financées par des contributions. Tyler s'arrêta à côté de la table, sentant le poids de la façon dont de petites idées deviennent des mouvements. À ce moment-là, Ellie, le garçon du terrain de jeu, accourut, tenant un croquis de la fresque restaurée. Il avait ajouté de nouveaux symboles, un livre ouvert, un soleil levant et une pierre violette nichée dans le coin. « Tu as dessiné ça ?» demanda Tyler en s'agenouillant à côté de lui. « Oui, c'est notre histoire, n'est-ce pas ?» dit Ellie doucement. Tyler pressa sa main sur l'épaule du garçon. « La meilleure histoire, et tu as aidé à l'écrire. » Ce soir-là, sous la douce lumière des lanternes suspendues dans la cour de la bibliothèque, les membres de la ville se sont réunis pour une « récolte des aideurs », un modeste dîner partagé composé de casseroles, de pain de maïs, de crumbles aux pêches et de thé glacé.
La conversation a coulé facilement, empreinte de rire et de gratitude. Le maire Walden a levé son verre de thé glacé. À Dawsonville, et à ceux qui avaient faim de quelque chose de mieux que l'oubli ou l'empire. Nous l'avons trouvé ici même, dans les livres, les jardins, les terrains de jeu et la confiance. Des murmures d'approbation ont parcouru le groupe. Tyler a regardé Mara, Anna, les voisins à ses côtés. Lorsque les applaudissements ont cessé, Anna est montée sur une chaise et a déclaré « On peut encore aider demain ?» Tyler a ri, ému par son énergie débordante. Absolument. Plus tard, alors que la nuit s'épaississait et que les invités rentraient chez eux, Tyler s'attarda à la lumière de la fresque. Il pressa la pierre violette dans sa poche, sentant sa douceur, sa chaleur partagée, sa promesse. Il pensa à l'homme en costume loin de là. Le choix de ne pas répondre à la porte l'avait ouvert à quelque chose d'infiniment et d'immense. Un héritage tranquille construit si doucement qu'il ne s'annonçait presque pas, et pourtant forgé avec plus de sens que n'importe quel empire. Il leva les yeux vers les pins, sentinelle silencieuse du changement et de la constance. Ici enfin se trouvait une histoire qui valait la peine d'être racontée, non pas parce qu'elle réclamait l'attention, mais parce qu'elle murmurait et que les gens écoutaient. L'héritage d'un aide ne se mesure pas en richesse ou en renommée. Il se trouve dans les racines plantées, les mains tendues et le doux tournant des cœurs. Dawsonville l'avait adopté non comme un fournisseur, mais comme un partenaire, un voisin, un ami, et le silence entre ces titres était, à sa manière, la vérité la plus forte. Le printemps s'était installé à Dawsonville avec une douce certitude. L'air sentait le cornouiller en fleurs et les aiguilles de pin amollies par la rosée. Le coin de laideur baignait dans une douce lumière matinale, ses portes ouvertes accueillant à nouveau les visiteurs. L'école tirait à sa fin et le monde extérieur semblait encore avoir appris quelque chose de durable sur la gentillesse. Tyler sortit sur le porche, tasse de thé sucré à la main, observant le subtil bourdonnement de la vie quotidienne. Les cultures de soucis et de zinnia autour de l'entrée hochaient la tête dans la brise, de petits symboles d'une communauté florissante. Peu après, Mara apparut avec Anna. La jeune fille portait une assiette en papier de chaussons aux pêches, un reste du petit déjeuner crêpe père-fille de samedi au pavillon du centre-ville, où les rires avaient dansé sur des crêpes sirupeuses et le bavardage sur le prochain Mountain Moonshine Festival. Le calendrier de la ville se remplissait à nouveau, soirée de concerts sur Main Street, Food Truck Friday, le marché fermier régional d'Amicalola tous les samedis. Tyler offrit l'assiette à Mara, qui sourit et accepta. « Bonjour, dit-elle doucement. On dirait que le comité de planification d'aujourd'hui se réunit à la salle. » Il regarda Anna. « Et toi ? Puis-je aider ? Demanda-t-elle, les yeux brillants. Il gloussa. « Ça commence déjà. » Ils marchèrent ensemble vers l'hôtel de ville historique où des bénévoles étaient rassemblés pour planifier une nouvelle tradition saisonnière, un sentier des aideurs, reliant la bibliothèque, le centre communautaire et les parcs locaux, mettant en valeur à la fois la beauté naturelle comme les débuts de sentiers du Style Park et les monuments communautaires comme le Georgia Racing Hall of Fame et le Palais de Justice. À l'intérieur, Abby Tran prenait des photos discrètement. Son carnet était rangé. Sa présence était désormais aussi intégrée au rythme de la ville que les cloches de l'église ou le marché du samedi. Le maire Walden s'adressa au groupe. « Nous avons restauré des lieux, dit-il. Maintenant, nous construisons des liens les uns avec les autres et avec l'histoire et la beauté de ce comté. Les chutes d'Amicalola, les sentiers, Main Street. Les gens devraient faire de la randonnée, du vélo, apprendre, pas seulement passer. » Tyler se leva et parla. Toutes les marques que nous laissons ne sont pas visibles, mais chaque sentier balisé nous rappelle que la direction a un sens. Nous voulons que cela se voie. Dawsonville est enraciné. C'est ici que nous nous rassemblons pas à pas. Plus tard, le groupe sortit vers la place du palais de justice. Des paniers de disques golf parsemaient le parc, une petite zone de skate et des terrains de pickleball où les adolescents s'entraînaient à des tirs au milieu de cris amicaux. Tyler remarqua comment les gens se croisaient, se saluaient, hochaient la tête, s'arrêtant parfois pour partager des ambitions, des soucis, de petits triomphes. Pendant le marché fermier régional d'Amicalola, Tyler aida Anna à installer un stand de limonade. Ils vendirent des limonades à l'ombre des pins, et des voisins passèrent, certains offrant des conseils, certains juste des mots gentils. Sous le joyeux tintement des tasses, Tyler sentit quelque chose mûrir, la confiance ancrée dans des minutes partagées. Ce soir-là, Tyler et Mara se promenèrent sur la place de la ville éclairée par des lanternes. Ils passèrent devant le Georgia Racing Hall of Fame. Ces simulateurs vrombissaient doucement tandis que les touristes s'essayaient à des courses virtuelles.
Le palais de justice brillait, témoin silencieux de décennies de vie de petite ville et maintenant de quelque chose de renouvelé. Il tendit la main et sortit la pierre violette de sa poche, chaude au toucher. Mara sourit doucement. Les saisons changent. Tyler hocha la tête. Elles nous apprennent que la croissance est silencieuse et parfois elle attend de ne plus pouvoir être arrêtée. À la maison, ils couchèrent Anna. Elle s'endormit, serrant son oreiller brodé, LP. Tyler referma la porte derrière elle et sortit sur le porche pour respirer profondément. La nuit s'installa autour de l'aile de la bibliothèque, les fenêtres sombres mais lumineuses au souvenir des rires diurnes. Un vent doux murmurait à travers les pins. Il pressa sa main sur la pierre. Plus aucune hâte d'être quelqu'un d'autre. Ici, entre les événements communautaires, les rires partagés et les sentiers, physiques et personnels. Il avait appris le plus vrai des héritages, forgés non pas dans des salles dorées, mais dans les saisons tranquilles du service, et cet héritage allait grandir, un doux sentier à la fois. La première lumière de l'été se leva doucement sur Dawsonville, dorant les pins et projetant de longues ombres sur la cour du coin de laideur. Quelques lève-tôt, des gardiens, des jardiniers, des bibliothécaires, étaient assis sur le porche dans une douce compagnie. Tyler les rejoignit, café à la main, accueilli par des hochements de tête familiers et le doux craquement des rocking chairs qui lui donnaient la permission d'appartenir. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. C'était le 10e anniversaire d'un moment que personne en ville n'oubliera, un billet de $10 froissé, la main tendue d'une fille, et le début de quelque chose d'inattendu et durable. Anna se réveilla à proximité dans l'appartement au-dessus de l'aile de la bibliothèque, le vieux bâtiment bourdonnant de potentiel et de souvenirs. Tyler baissa les yeux vers la pierre violette dans sa paume, réchauffée par sa prise. Elle semblait à la fois simple et sacrée. En milieu de matinée, famille, voisins et résidents de longue date s'étaient rassemblés devant la bibliothèque. Une modeste bannière disait, 10 ans d'entraide, une célébration de la communauté, de l'héritage et de la vérité. La promenade extérieure était bordée de panneaux faits à la main, soit celui qui aide, la vérité survit au bruit, la gentillesse grandit ici, tissée dans l'âme visuelle de la ville. Mara se tenait à côté de Tyler, radieuse et ancrée. Anna arriva, serrant un dessin qu'elle avait fait de ce premier moment. Leurs mains reliées par ce billet de $10, maintenant historique. Il était encadré et posé sur un chevalet près du porche. Le maire Walden s'avança, faisant taire la foule. Il y a 10 ans jour pour jour, dit-il, la voix ferme. Tyler Brandt est entré anonymement dans notre ville, et une fille lui a appris quelque chose de plus précieux que l'argent. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui a grandi de ce moment. Non pas juste une histoire, mais une maison. Les gens écoutaient, les sourires brillants, certains les yeux embués derrière leurs lunettes. Tyler se leva, son cœur vibrant de souvenirs et de gratitude. Je suis venu ici en espérant disparaître, commença-t-il. Mais cette ville m'a vu. Une jeune fille m'a montré un chemin de retour vers moi-même. Il regarda Anna. Elle se tenait droite, les yeux brillants. Il replia dans son cœur les échos de ce jour. Au fil des années, l'aile de la bibliothèque est devenue un centre d'apprentissage et d'inclusion, programme de tutorat, archives patrimoniales, sessions de contes en soirée avec les anciens locaux, et clubs de lecture estivaux animés par des adolescents qui ont grandi ici. Le terrain de jeu est vibrant de fresques racontant des histoires de la terre, des gens, des voyages qui les ont façonnés. Le sentier des aideurs serpente maintenant à travers les bois, le long de sites historiques et d'œuvres d'art communautaires peintes par des écoliers, unissant le passé et le présent en mouvement. Tyler dit, avant, je mesurais la valeur par les chiffres et les gros titres. Ici, j'ai appris que la valeur réside dans les racines, pas dans la portée. J'ai peut-être débarqué sous un gros titre, mais je suis resté pour les racines, les amitiés, le but. Les applaudissements s'élevèrent, tendres, remplis de reconnaissance. Lors de la réception informelle qui suivit le discours, Tyler se déplaça parmi les voisins, certains qu'il connaissait depuis les débuts, d'autres rencontrés au fil du chemin. Il échangea quelques mots paisibles avec mademoiselle Stovey au sujet de la taille des roses, éclata de rire devant l'exposition de photographies anciennes en compagnie d'enseignants retraités, puis serra dans ses bras l'enseignante d'art du lycée, celle qui avait lancé le club de fresques pour les enfants. C'est alors qu'Abigail Tran arriva de nouveau, son appareil photo en main, non plus pour rédiger une histoire, mais pour capturer un souvenir. Elle lui adressa un signe de tête discret, et la dernière photo qu'elle prit de son parcours ressemblait davantage à un symbole d'appartenance qu'à un signe de rupture. Au coucher du soleil, les gens commencèrent à s'éloigner, marchant sous un ciel crépusculaire animé par les éclats des lucioles.
Tyler demeura en arrière, flânant dans la cour tandis que les premières étoiles s'allumaient dans l'obscurité naissante. La pierre qu'il gardait dans sa poche semblait battre au rythme d'un sens nouveau. Elle n'était plus seulement un rappel, mais devenait un témoignage. Dans la douce clarté des lanternes, Anna apparut. Elle monta sur le porche en tenant la main de son père et murmura doucement, « On a changé le dessin. » Dans ses bras, le tableau encadré révélait désormais la fresque en arrière-plan, la bibliothèque, et même la silhouette d'un homme agenouillé aux côtés d'une petite fille, une fresque vivante retraçant un voyage de 10 années. Il s'agenouilla près d'elle, ses doigts effleurant tendrement ses cheveux. « Tu m'as changé », lui répondit-il à voix basse. À cet instant, Mara les rejoignit sans un bruit, et tous trois s'assirent ensemble, serrant le cadre contre eux tout en observant la lanterne se balancer au-dessus de leur tête. Tyler pensa à l'invitation qu'il avait reçue pour retourner dans un monde de reconnaissance et d'influence, et à la facilité avec laquelle il avait décliné. Car au fond, il comprenait désormais ce qui comptait vraiment, non pas retrouver une place perdue dans les journaux et les gros titres, mais bâtir une place durable dans les cœurs. Autour d'eux, les grillons chantaient, les pins murmuraient dans le vent, et derrière leur dos la bibliothèque s'illuminait comme un sanctuaire de souvenirs et de promesses. Tyler comprit enfin que la maison n'est pas seulement un lieu, mais une histoire qui se tisse silencieusement à travers des instants de confiance, des gestes de tendresse et le courage de rester là où l'on sait que l'on appartient. D'Haussonville lui avait offert cette histoire en abondance. Il serra doucement la main d'Anna et leva les yeux vers l'horizon, là où l'aube se lèverait à nouveau. Après 10 années, il découvrait que l'espoir n'était pas une idée étrangère ou lointaine, il était proche, enraciné dans ce sol, vivant et local. Ainsi, l'histoire nous enseigne que le véritable héritage ne se construit ni par la célébrité, ni par la richesse, mais par la bonté, la connexion et ces actes discrets de service qui marquent les vies. Elle nous rappelle que même les gestes les plus modestes comme la main tendue d'un enfant peuvent engendrer des transformations profondes. Quand nous choisissons la communauté plutôt que l'ego, et la vérité plutôt que l'apparence, nous façonnons quelque chose qui dure. Dans un monde qui valorise trop souvent le vacarme et l'illusion, cette histoire rend hommage à la force tranquille de l'appartenance, à la dignité de l'humilité et à la beauté du bien accompli sans besoin de reconnaissance.